Bonsoir, merci d'être nombreux à nouveau à regarder cette émission Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 15 juin 2021. Heureuse nouvelle en handball. Les filles se sont qualifiées évidemment dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline face au Nigeria. Une belle raclée. Plus de 44 points contre moins de 20. Les détails seront davantage connus avec Makeda Ledi-Nyotom qui évidemment prend le relais demain dans le cadre de son émission de sport. Cela dit, avec carte sur table, on va évacuer quelques sujets de politique intérieure, même si on a un lien avec la coopération internationale, notamment les États-Unis. Vous le savez certainement. Que peut la justice américaine dans le cadre de la crise anglophone, la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Donc, vous le savez, la justice est saisie de cette actualité-là pour poursuivre quelques Camerounais devant les tribunaux du côté de Maryland. C'est ce qu'il en ressort. On va essayer d'analyser cette question. Évidemment, c'est en marge. De l'autre côté, le département d'État américain, dont le gouvernement américain qui a également pris mesure de restriction des passeports à un certain nombre de personnalités camerounaises impliquées dans cette crise. Ces personnalités, qu'elles soient proches ou membres du gouvernement, mais également du côté des séparatistes. Ce sera le nœud de l'émission de ce soir, mais on ne peut pas ne pas dire un mot sur le NEC, le comité exécutif du SIF, dont les assises déterminantes et très attendues ont eu le dimanche. Dimanche à Yaoundé, il fallait vider, j'ai failli dire le litige, à la suite de la décision du NEC littoral que conduit Jean-Michel Nitieux, qui avait marqué du poing sur la table avec le 8-2 contre le vice-président national, non moins candidat lors de l'élection de 2018, Joshua aussi. Le bureau exécutif national a donc décidé de la non-implémentation de ces décisions à l'encontre de son vice-président. Alors, comment sont schématisés les thèmes? SDF, aussi contre Nietzsche, la rupture. C'est ainsi qu'est intitulé l'un des thèmes. On va le retrouver en deuxième partie d'émission. Mais davantage, NOSO, donc Nord-Ouest-Sud-Ouest, que peut la justice américaine? On va inviter Maître Biliga à s'installer. L'émission commence en peine. Les réalités du direct, il est dans les coulisses, mais nous on le voit déjà. Merci d'être là, Maître Biliga. Avant de vous recevoir, puisque vous êtes en train de vous installer, disons déjà bonsoir au docteur Aristide Bitouga, président de l'Académie du PCRN, non moins membre président du bureau politique du parti que dirige Cabral Libi. Bonsoir, donc. Bonsoir, Tipika Tongo. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous recevons les invitations qui nous viennent de STV. Vous connaissez la grande amitié qui lie le PCRN à votre média, qui est un média aujourd'hui dont on ne peut plus discuter la notoriété, et notamment votre émission Katita qui est devenue aujourd'hui une véritable messe au Cameroun. Tous les mardis, c'est les Camerounais qui sont réunis et qui suivent religieusement cette émission. Et donc pour nous autres, c'est une opportunité énorme pour venir vendre notre idéologie, vendre la vision du parti politique et participer également à l'éducation citoyenne des masses. Je voudrais également profiter de cette fenêtre d'opportunité, non seulement pour saluer tous les panélistes déjà, mais saluer de manière spéciale l'aîné qui est sur le plateau, que certainement beaucoup vont découvrir par la suite, Gaston Kellman, qui pour nous aujourd'hui est une référence sur le plan littéraire et qui fait la fierté de nos autres universitaires de savoir que on a des frères camerounais qui sont de l'autre côté et qui peuvent écrire des textes qui sont reconnus par l'Occident d'une manière globale comme des chefs d'œuvre. Et donc pouvoir partager un plateau avec des sommités comme celle-là, j'ai envie de dire que je me sens tout petit, mais je ferai l'effort pour ne pas descendre plus bas tout au long de l'émission. Et du coup, vous avez dévoilé déjà au moins le nom de l'un des invités. J'espère que vous n'allez pas vous battre pour prendre ma place de modérateur pendant l'émission. Cela dit, évidemment, ce n'est pas une amitié égoïste. Hein. Nous sommes amis avec tous ceux que nous recevons ici, même si le PCN fait évidemment partie de cette vaste liste. Nous sommes amis avec le RDPC, le SIF, l'UDC, le MRC, j'en oublie. Mais puisque vous l'avez présenté, il nous fait ce grandiose honneur. Hein. C'est toujours très ému qu'on le reçoit pour partager ses analyses. On ne l'a pas toujours reçu les médias camerounais. Et chaque fois qu'il est là, Gaston Kellman nous le rend très bien.
Il nous fait le plaisir de venir sur nos plateaux. Merci infiniment et bonsoir à nouveau, Gaston, d'être avec nous ce soir. Bonsoir Dipita. Bon, je ne sais pas s'il y a de l'instinct, il y a de l'amitié, il y a du feeling et ça fait que je me retrouve très bien ici. Je ne fais pas vraiment de choix particulier, mais il se trouve que j'ai rencontré des gens sur certains médias. Il n'y a pas un média télévisuel, radiophonique ou papier que je n'ai pas encore fréquenté, mais puis après, il se trouve qu'il y a des gens avec qui vous avez des affinités dont vous ne décidez pas de la porter. Et puis c'est vrai que quand tu m'appelles, j'ai même de la peine à te vous voyez, excuse-moi, je ne le ferai pas, je ne vais pas faire semblant. Quand tu me dis Gaston, tu peux passer grand frère, tu dis jamais Gaston, tu dis grand frère, évidemment, je passe. Ou bien moi-même, quand j'ai envie, comme je t'avais sollicité dernièrement, que j'avais envie vraiment de marquer l'actualité, bon, tu me dis, ouais, grand frère, la maison est ouverte, voilà. Donc c'est comme ça. J'ai aussi, bon, ici c'est pas le coup de leur faire la publicité, j'ai aussi une chaîne radio comme ça, ou un autre petit frère que je connais depuis une éternité. Et quand je suis là, je suis très très heureux d'aller. Il y a aussi une presse, un document papier avec lequel je suis très souvent, voilà. C'est parce que tu l'as dit que je me suis dit, mais tiens, c'est vrai Gaston, pourquoi tu te retrouves sur certains médias plus que sur d'autres? Parce qu'il y a plus des affinités personnelles avec certaines personnes que parce que je veux faire partie d'un plateau. Voilà. Merci encore. Et je dis, voilà, effectivement, j'avais oublié de dire merci quand même. Et puis dans la diagonale, on a Maître Paul Paillère qu'on ne présente plus. Il est évidemment du SDF, le parti de Nidjon Frondi. Bonsoir, merci d'être des nôtres une fois de plus ce soir pour apporter un peu plus dans la connaissance et le savoir de nos téléspectateurs. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux camarades du SDF. Vous savez, nous sortons d'un grand nec, Sati à gauche, à droite, mais le SDF pour moi restait serein. Ça restait un seul et un seul SDF. On revient sur la question du NEC en deuxième partie d'émission. Maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir, merci. Oui, bonsoir. Je m'excuse d'être légèrement arrivé en retard. J'étais encore c'est pas coutumier. Dans les coulisses. Donc je sortais de PK14, vous ne pouvez pas imaginer. Et en route, la voiture a dû me lâcher un peu. L'essentiel, c'est que je suis arrivé. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde, à tous les co-panélistes, à tous les techniciens, à vos millions de téléspectateurs. Je suis content de partager ce plateau assez élevé. J'ai la chance d'avoir à côté de moi mon frère, mon ami, qui me fait l'honneur d'être un ami avec qui je converse régulièrement. Celui que parfois on taquine appelant Julio. C'est vrai que si je peux me permettre, j'aurais dû soulever ça aussi. C'est mon petit frère. Hein. Ah, d'accord. Depuis vraiment une éternité. Okay. Je me souviens que quand son papa faisait le car, c'était le car qui faisait la liaison entre beaucoup de pays, Bassa et puis tout le reste. Il était haut comme trois pommes. Et puis, et puis aujourd'hui, je l'appelle camarade parce que nous avons de la camaraderie sur beaucoup de secteurs. Ben, j'avoue que le panel, vraiment, j'étais surpris. Hein? Je l'ai constitué loin de ses considérations. C'était vraiment je ne savais même pas qu'il était là. Vous savez, quand on constitue un panel pour une émission comme ça, on essaie de voir ceux qui peuvent apporter. De par leur expérience au-delà de la politique, mais de la vie, des activités. Et vraiment, c'est inconscient de ces affinités-là. Mais je voudrais quand même poser... Vous avez également une affinité idéologique? Je dis tout, ou bien c'est toi qui vas dire? En fait, nous avons des affinités beaucoup plus philosophiques. D'accord. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi je l'appelais camarade. D'accord. Et il a pensé qu'on avait des affinités idéologiques. Je lui ai dit, je n'ai pas d'affinité idéologique. Je suis un esprit libre, je suis plutôt intellectuel que idéologue de parti ou bien encore moins militant. Donc, et puis aujourd'hui, on continue à s'appeler camarades. Même si dans un de vos positionnements ou alors une prise de position pour le dire mieux. Je voudrais quand même dire une chose. moi, je l'appelle camarade parce qu'il s'appelle Gaston. Ah, d'accord. Et quand vous connaissez l'histoire de l'UPC, vous saurez que Gaston Donald, c'était lui qui avait apporté les statuts d'un parti politique, le parti communiste en France, et qui a donc permis que l'UPC soit... Alors quand j'ai vu Gaston, tout de suite j'ai vu UPC. D'accord. Vous avez une approche quand même de ce côté de l'UPC? Non, du tout? Non, sincèrement, je n'ai jamais été
dans un militantisme politique au Cameroun. Même pas l'UPC. Les Bassa me disaient que tu es obligé d'être UPCiste parce que tu es Cameroun Bassa. Non, je leur ai dit que d'abord, ce n'est pas un parti Bassa, parce qu'il n'y a pas de parti coloriel, ni identitaire, ni tribal. Et parce que je ne suis pas dans la mouvance. Et je ne le regrette pas. Je me suis fourvoyé en France à me retrouver, non comme politique, mais dans des instances qui étaient très fortement politisées. C'est peut-être le seul regret que j'ai aujourd'hui, de m'être retrouvé dans des gouvernements où je pensais que je pouvais faire avancer des choses et je n'ai pas pu. Donc, ce n'est pas mon boulot. D'accord. Merci encore d'être venu, hein, cher monsieur. Je souhaite donc qu'on prenne la transition et puis on rentre essayer de déblayer le premier thème de ce soir. Alors, ils sont certainement les yeux rivés sur l'actualité sportive. On va y aller tout de go pour parler de cette première thématique, la justice américaine. Je l'ai dit, on va le redire. Poursuit un certain nombre de Camerounais, armement et financement du terrorisme. 3 Camerounais inculpés aux États-Unis. Rapidement, l'acte d'accusation du procureur de la République près le tribunal de l'État du Maryland est formel. Jonathan Lenzner reproche à Alambi Walters Mouma, à Edith Ngan et à Tamoufo Ngumulu, Saint-Michael, le fait d'avoir exporté sciemment et volontairement des États-Unis vers le Nigeria des armes à feu, des munitions et divers autres équipements militaires, donc treillis, bottes, packs d'eau, jumelles, émetteurs, sans avoir obtenu au préalable la licence ou l'approbation écrite acquise à cet effet en violation flagrante de la loi américaine en la matière. Donc les mises en cause et leurs complices qui sont donc livrés à de telles activités dangereuses depuis le mois de novembre 2017 jusqu'en juillet 2019 sont par ailleurs accusés d'avoir dissimulé l'arsenal de guerre ci-dessus décrit, en plus des liasses d'argent liquide dans des conteneurs afin de les exporter secrètement et frauduleusement à destination du Nigeria, d'où ils sont acheminés facilement en terre camerounaise, voisins pour armer les combattants séparatistes ambazoniens, actifs dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà un peu en résumé, ça a été un peu plus long, je m'en excuse. Ce qu'il leur est reproché, mais il fallait bien le dire pour planter le décor. Avant peut-être de rentrer dans le détail technique, puisqu'il y a des avocats, êtes-vous surpris par cette démarche, la question elle est ouverte, elle est posée à tout le monde, de la justice américaine, d'autant plus que, on le sait, beaucoup de ses compatriotes ne sont pas que Camerounais, ils sont également une nationalité américaine et que généralement c'est un pays qui protège ses compatriotes vis-à-vis d'un certain nombre de conflits à l'international. Il y a ce premier volet. Mais on sait également, ou du moins, il y a souvent eu des soupçons comme si le gouvernement camerounais regardait d'un œil distant l'attitude des États-Unis vis-à-vis de ce conflit, pensant souvent que ce pays et d'autres soutiendraient éventuellement des séparatistes. Donc je reprends la question. Êtes-vous surpris par cette démarche de la justice américaine, M. Biliga? Moi, non. Moi, non, lorsque vous regardez un peu la dernière actualité, vous noterez que, d'un, il y a eu un changement de gouvernement au niveau des États-Unis, et qui dit changement de gouvernement, dit changement de paradigme, d'une vision de l'actualité. Sur beaucoup de domaines, on a vu que Joe Biden s'est écarté de la politique du président Trump, tout comme ce dernier d'ailleurs l'avait déjà fait lorsqu'il est arrivé, balayant tout ce que son prédécesseur avait fait, Obama avait fait. Donc, sur ce point, on n'est pas surpris. La deuxième chose, lorsque vous lisez le communiqué qui porte des sanctions qui devaient être infligées à ceux qui sont des auteurs ou les complices de la continuation de la guerre dans le nord-ouest et sud-ouest, vous verrez bien qu'il y a des indications qui sont précises. On parle de personnes qui sont responsables qui arment les terroristes. C'est clairement indiqué dans le test. Or, nous avons dit, le président de la République, je crois, il a souvent dit dans ses discours, que nous savons que dans ces pays étrangers, la Norvège, les États-Unis, la France, on trouve ces personnes qui cotisent, et on a même vu les vidéos devenues virales qui montraient comment les gens cotisaient l'argent en disant on va aller armer
des personnes. Or, vous savez que les États-Unis sont toujours contre le terrorisme. Ça a toujours été ça. Absolument. Ils ont été toujours ça. Ils ont été contre le terrorisme et ils sont capables d'aller n'importe où chercher un terroriste si cela s'avère nécessaire. Nous connaissons l'histoire de Ben Laden, nous connaissons l'histoire même des présidents de la République. Hein. Vous vous rappelez de l'Irak, vous vous rappelez du président Noriega et beaucoup d'autres. Maintenant, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'ils n'aiment pas extrader, enfin, ils n'aiment pas s'attaquer aux Américains. Sauf ce que les Américains ne veulent pas, c'est d'aller extrader leurs compatriotes, leurs citoyens, vers les autres pays. Mais ça ne veut pas dire que si un citoyen américain pose un acte dans le territoire américain, il n'est pas poursuivi. Et vous savez que la justice américaine est tellement sévère. Les 400 ans de prison, c'est vulgaire là-bas chez eux. On vous donne 50 ans de prison, on fait un cumul d'années, vous ne sortirez jamais de prison. Les peines de mort, ça existe encore dans plusieurs États américains. Donc moi, je pense que, pour moi, je n'ai pas été surpris. Maître Bayer? Oui, pas surpris également. Parce que ce que nous vivons au Cameroun depuis le déclenchement de cette crise, depuis 2017, c'est vraiment assez émouvant. Et c'est tel que, quand, à l'allure où les choses vont, beaucoup de Camerounais ont bien souhaité que l'Amérique, parce que toujours on croyait que peut-être les Américains, l'État américain, comme ailleurs peut-être, était en train d'appuyer l'effort de guerre pour que le Cameroun reste dans cette barbarie. On peut appeler ça barbarie parce que c'est qu'on vit dans le nord-ouest, sud-ouest, vraiment c'est lamentable. Donc quand Biden arrive, bon, certaines voix se sont levées dans l'opposition camerounaise pour faire comme si Biden venait peut-être pour participer plutôt, assister peut-être, appuyer la guerre ou bien entrer peut-être dans la gestion de la crise comme certains ont voulu inviter des puissances étrangères pour pouvoir gérer la situation au Cameroun. Nous louons cette façon de faire parce que quand il prend le pouvoir, la guerre est en train de faire rage au niveau du nord-ouest, sud-ouest. Il y a des députés camerounais qui élèvent la voix pour dire, voilà, il faudrait qu'on essaye de livrer aux besoins, stopper même à la rigueur les livreurs, les mercenaires de guerre, parce que beaucoup de financement, ce n'est pas à l'intérieur. Tout cela part de l'extérieur pour le Cameroun. Parce que si ça restait rien qu'à l'intérieur ici, je crois que les séparatistes seraient déjà un peu affaiblis. Mais dès lors que ces gens sont plutôt installés royalement à l'extérieur, nous avons vu des cas où, pendant que les enfants ne vont pas à l'école ici au Cameroun, les enfants des séparatistes, d'autres sont plutôt côté francophone, un peu partout dispersés au Cameroun. Ils ont la belle vie qu'ils livrent de l'autre côté de la Hollande, de l'Autriche, de l'Amérique, ainsi un peu partout. Donc vraiment, quand on voit que en ce moment, on peut déjà essayer, ne serait-ce qu'en commençant par les États-Unis, et là, je tire un coup de chapeau parce que c'était pour moi comme un rêve, parce que je ne croyais pas. Et s'il y a déjà ces 3 Camerounais surtout, il y a une parmi elles qui presque tournait les armes, là, tous les munitions, Mangan, comme on l'appelle vulgairement, Mangan, Edith Gant. Parce que c'est elle. Vous connaissez? Non, mais ça passe dans les réseaux. Elle est en train de faire, de faire comme si elle fabrique des balles anti-avions et anti-hélicoptères et tout qu'on sort. Quand nous voyons cela aujourd'hui, qu'on peut quand même lui dire, attention, est-ce qu'en le faisant, vous avez des textes qui vous autorisent à pouvoir le faire? Vous avez la licence? Est-ce que vous le faites d'une manière régulière? Parce que tout cela, il camouflait, il mettait dans les conteneurs et autres pour livrer au Nigeria et ça traversait par ici. Donc, dès lors que ça peut être de cette manière, nous disons que l'Amérique continue dans cette volée. Peut-être on pourra trouver une solution propice par rapport à cette crise qui fait couler beaucoup d'encre. Docteur Sylvie-Toga. Non, je pense qu'après les 2 précédentes interventions, la vérité est que nous sommes dans la réelle politique. Et qu'à la réalité, la maxime populaire nous enseigne que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. Et donc, si les États-Unis peuvent aujourd'hui se secouer du côté du Cameroun, notamment dans le cadre de cette crise au Nozola, il faut bien pouvoir comprendre que derrière cette action forte sur laquelle nous débattons aujourd'hui,
il y a forcément un certain nombre d'enjeux et d'intérêts qui, d'une certaine manière, profitent aux États-Unis. Parce que, faut-il le rappeler, lorsque vous prenez l'Afrique centrale et de manière globale le golfe du Guinée, il faut reconnaître quand même que le Cameroun a une place centrale. Et dans tout ce qui se joue aujourd'hui au niveau du Sahel et dans le repositionnement d'un certain nombre de puissances dans cette partie de l'Afrique, les grandes puissances, chacun essaie d'avoir ses parts de marché. Et donc, ça peut expliquer pourquoi les États-Unis peuvent aujourd'hui pouvoir, d'une manière forte, mener ce genre d'intervention. C'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, nous avons un gouvernement démocrate aux États-Unis et nous connaissons l'idéologie globale des démocrates. C'est d'une certaine manière cet humanisme-là et cet interventionnisme-là qu'on leur connaît souvent pour pouvoir être au devant de la scène lorsqu'il faut porter un certain nombre de causes, notamment les causes liées à ce genre d'événements, c'est-à-dire le terrorisme, la souffrance des populations et un certain nombre de choses. Et puis également, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a depuis bientôt 2010 déjà la montée d'une certaine théorie aux États-Unis qu'ils appellent la théorie woke, donc les wokistes. Donc il y a comme une sorte de revendication au sein de la classe politique et intellectuelle américaine qui met d'une certaine manière en avance la lutte contre les inégalités. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui dans les grandes universités, dans les grands cercles de réflexion, la théorie qui est comme aujourd'hui à la mode. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une inégalité, une injustice quelque part dans le monde et que cette inégalité impacte sur le citoyen, il y a vraiment comme une sorte de mobilisation qui est derrière ces événements-là. Et donc, ces trois éléments que j'ai évoqués, c'est-à-dire la réelle politique, l'arrivée des démocrates, et puis ce courant wokiste au niveau des États-Unis qui essaye aujourd'hui d'amener les gouvernements à diminuer autant que faire se peut ces inégalités-là, peuvent expliquer pourquoi on a aujourd'hui ce que nous vivons aux côtés des États-Unis. Maintenant, au niveau national, il faut féliciter la diplomatie camerounaise, parce que, faut-il le rappeler, on est déjà aux encablures des élections présidentielles. Le chef de l'État avait d'une certaine manière déjà interpellé les États-Unis en faisant savoir qu'entre partenaires, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont intolérables, de savoir que les États-Unis, qui sont une grande démocratie, qui sont un pays de respect des droits de l'homme, ne peuvent pas abriter sur son sol des gens qui sèment l'insécurité, le terrorisme dans un pays frère qui est le Cameroun. Et je crois que tous ces éléments-là et la diplomatie souterraine qu'on connaît au chef de l'État ont d'une certaine manière contribué à ce qu'aujourd'hui les États-Unis prennent à bras le corps cette situation. Gaston. Oui, à la différence de mes amis, surtout les juristes, moi je suis surpris, parce que je suis naïf. Bon, je suis agréablement surpris, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces gens ont commencé à vendre des armes, à faire des conteneurs, et puis à acheter des armes, et puis à les acheminer au Cameroun. On a connu, je crois qu'il s'appelait Tibor Nagui, un triste personnage, qui les soutenait d'une manière triste et absurde. J'aime mon pays, c'est tout ce que je peux dire. La démocratie, je veux dire que le problème des post-coloniaux, c'est qu'on leur dit vous ne valez rien, ils disent on ne vaut rien. Une nation ne se développe pas en 50 ans. Et je dis toujours, et je le dirai toujours, ce que l'Afrique a fait en 50 ans est très important, très fort. Et peut-être qu'aucun autre groupe de nations ne l'a fait en si peu de temps, et dans des conditions qui sont les leurs. Que l'Amérique aujourd'hui se travestisse à mettre un frein à des gens qui préparent des coups d'État à leur pays et qui les traînent en justice, je ne suis que très heureux. Je vous dis, il y a 2 ans encore, ce n'était pas le cas. Je suis vraiment très, très agréablement surpris, je suis content. Maintenant, il faut que... Bon, ça va suivre son bout parce que ce n'est pas des gens qui vont arrêter tout de suite. Et je veux dire, l'Amérique ne va pas dire ce n'est pas tout juste un gadget. Absolument. En tout cas, je l'espère. Ça va aller jusqu'au bout. Et peut-être qu'effectivement, comme aussi les sécessionnistes sont en perte de vitesse, qui comprendront que maintenant tout le monde les a lâchés. Vraiment, qui restent tranquilles. Attendez, vous vous rendez compte, comme disait Maître là, leurs enfants, eux, vont à l'école. Soit dans les zones anglophones, francophones, soit à l'étranger. Et comment est-ce qu'on peut prétendre viser la démocratie et prendre des armes
Moi, j'ai vu tout un tas de pays qui aujourd'hui sont dans des retards pas possibles parce que tout se règle là-bas à la Kalachnikov. Je ne veux pas que mon pays, ça se règle à la Kalachnikov. Le Cameroun est un pays, premièrement, des gens d'une puissance, d'une capacité, d'une intelligence exceptionnelle, si bien que, même si ça traîne, on peut tout reprocher au gouvernement, mais nous sommes toujours dans des conditions qui sont 1000 fois meilleures que celles des gens dont on pense même qu'ils sont démocratiques, entre guillemets, plus que nous. Ça va dans notre pays, globalement. Alors, je suis vraiment très content qu'aujourd'hui, sur cette table, les partis d'opposition soient dans un certain consensus du fait que nous allons avoir enfin une nation comme les États-Unis qui veulent mettre fin à ce que leur pays soit une base arrière du terrorisme. Parce que souvent, vous avez entendu des partis terroristes qui les soutenaient d'une manière quand même inimaginable. Vous vous rendez compte que cela m'est venu là tout de suite. Une gifle en France a fait l'unanimité contre le gifleur. Les guerres du Nozo n'ont pas réussi à faire l'unanimité au Cameroun. C'est fou. C'est archi fou. Une gifle d'un président a fait l'unanimité. Les insultes contre le président ici au Cameroun ont fait en sorte que ces gens sont devenus des héros. Pour ne pas le citer, un Ghana, par exemple, qui disait qu'il allait mettre une balle dans la tête d'un président, tout le monde applaudissait. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas autorisées. Et quand les gens prennent des armes pour tuer chez vous, et que vous trouvez soit dans une espèce de discours biaisé, soit dans un discours tout simplement direct en disant « oui, il faut les écouter », non, je ne les écouterai jamais. Et surtout, je le dirai toujours, quand c'est sur un fondement d'aliénation coloniale. Nous sommes des anglophones. Nous voulons partir parce que les francophones ne sont pas comme nous. Dieu du ciel, moi qui me bats contre l'aliénation postcoloniale, dont le pire des chevals de Troie, c'est la langue. Vous n'êtes plus Bamileke, les Bafoussam ne sont plus vos frères, vous n'êtes plus Bakwiri, les Douala ne sont plus vos frères, parce que je vous voulez le common law, et vous le GCE. Au lieu de dire, nous ne sommes plus anglophones, arrêtez vos conneries, nous sommes camerounais. Quel intellectuel anglophone, quel homme politique anglophone n'aurait pas eu mon assentiment s'il avait tenu ce discours? Nous voulons partir parce que nous, c'est les Anglais. Ce qui signifie que si votre fils est anglophone à Douala, ah non, lui n'a pas été colonisé. Hein? À nous, c'est nous les colonisés. On a l'impression de voir les Spartiates qui disent que moi, je suis un esclave de tel autre. Toi, tu n'es pas esclave de tel autre, donc tu ne vaux rien. Donc, pour toutes ces raisons, dans le désordre, je suis vraiment très, très heureux que peut-être, enfin, quelles que soient les faiblesses des solutions, elles sont archi faibles, je le dis, les solutions qu'on nous propose, par exemple, que on appelle ça un régime spécial pour le sud-ouest et le nord-ouest, c'est la pire des aberrations que j'ai jamais entendues. Pourquoi il n'y aurait pas un régime spécial pour les musulmans? Pourquoi il n'y aurait pas un régime spécial pour les pygmées? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas... On va faire 50 régimes spéciaux. Ces gens-là n'ont pas de régime spécial. On fait un droit camerounais. On fait une éducation camerounaise. Mais tenant compte néanmoins des sensibilités... Non, absolument pas. La sensibilité dont je tiendrai compte ne sera jamais anglophone, francophone. Si les critères de l'anglophonie sont intéressants, tout le monde en profite. Si les critères de francophonie sont intéressants, tout le monde en profite. Les seules spécificités sont de la vraie régionalité camerounaise. Le Bassa aura son Bongo Tchobi, le Douala aura son Souendene et puis son Dolé. L'anglophone nous apportera le Hérou. Voilà les spécificités, et en plus avec la musique, en plus avec ceci. Si il y a des critères d'anglophonie qui sont importants, tout le monde en profite. D'accord. Mais oui. C'est parce que vous avez noté que les ghost towns sont finis. C'est en train de finir. En fait, on a vu une déclaration. Admettons que ça soit vrai. Si cette déclaration, elle a été démentie. Elle a été démentie. Oui, en coupe tout court. Elle a été démentie. Et puis, disons quand même que sur le terrain, c'est pas tout à fait... Les populations continuent à subir quand même ces villes mortes. Je crois que c'est... Parce que pour moi, cela pouvait peut-être être une réaction face à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais je ne serais pas surpris que nous puissions voir ce genre de réaction. D'accord. Oui, allez-y. Peut-être, je crois qu'également, une des choses qu'on reconnaît au gouvernement démocrate, c'est des actions moins portées vers des dépenses. Et donc, quand vous regardez ce que
la guerre coûte en termes d'efforts sur le plan humanitaire pour ces organismes onusiens-là, c'est des sommes faramineuses. Parce qu'il suffit juste de voir le nombre de ce que dans le jargon humanitaire on appelle aujourd'hui les déplacés internes et les autres même qui sont même hors du Cameroun aujourd'hui et qui doivent pouvoir bénéficier de l'assistance humanitaire à travers toutes ces agences-là, c'est des sous énormes. Et donc forcément vous avez donc un gouvernement qui est peu porté vers des dépenses comme celle-là, qui prend la pleine mesure que si on peut agir sur le champ qui permet effectivement de limiter les dépenses comme celle-là qui peut être limitée, ça peut également être un déterminant important qui permet de comprendre pourquoi le gouvernement démocrate décide effectivement d'aller vers la résolution de cette crise. Or, ce n'était pas tellement le credo des républicains, tellement ils ont de l'argent. On ne sait pas tout là où ça sort chez les républicains et qui peuvent dépenser autant qu'ils veulent lorsqu'ils sont généralement aux affaires. Alors, vous me direz, je parle davantage sur le contrôle des juristes, qu'aux États-Unis, les choses sont organisées autant que faire se peut, de telle sorte que qu'il y ait une implication moindre du politique sur les affaires judiciaires. Mais je voudrais quand même prendre deux approches assez récentes. Il y a d'une part le gouvernement américain qui décide de la restriction des visas d'entrée aux États-Unis pour un certain nombre d'acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient proches du gouvernement ou des séparatistes. En même temps, il y a la justice américaine qui, évidemment, initie et intente ce procès-là. Est-ce qu'il n'y a pas comme un jeu d'équilibre entre les parties? Je veux dire que, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que dans cette forme de pression, dans cette forme de volonté de trouver une solution définitive, Maître Payet, le gouvernement américain, essaye de jouer des deux pieds, si je peux le dire ainsi? Oui, bon, le gouvernement américain, bon, c'est un pays, l'Amérique est un pays bien avancé sur le plan démocratique, aussi qui, sur le plan de séparation des pouvoirs, on a l'impression que ça se respecte là-bas mieux qu'ici. Ça, c'est une évidence. Parce que là, dès lors que le judiciaire peut être un peu plus démarqué de l'exécutif, c'est des choses appréciables et appréciées. Donc c'est autant. La justice est libre, la justice poursuit et essaie d'instruire cette affaire lancée déjà. Et il faut rappeler que cette affaire, il faut, un confrère aîné, Maître Biliga, il faut donner aussi, donner un coup de chapeau au confrère Maître Salaï. Parce que si le gouvernement camerounais, par la diplomatie et tout, est passé surtout par le cabinet de ce confrère camerounais installé à Los Angeles, qui a pu initier, parce que là, c'est l'un des avocats qui enfonce les séparatistes. Il a lancé beaucoup d'actions. Il est allé même sur Facebook pour faire suspendre près de 15 comptes Facebook séparatistes. C'est autant de choses, donc, de le respecter, lui donner vraiment ses honneurs. C'est vrai, il passe toujours par le truchement du gouvernement camerounais pour pouvoir mener ce combat. Donc sur ce plan, on constate bien que le gouvernement américain, le judiciaire, le système judiciaire américain, le pouvoir judiciaire, peut bien mener à bout. Et on a espoir que vraiment, comme ils ont lancé, ça va aller jusqu'au bout sans qu'il y ait trop d'influence. Quelque part, l'État, on est en train de... Parce que le gouvernement essaie de dire, ceux qui seront impliqués, de près ou de loin, dans cette crise, que ce soit les séparatistes ou des membres du gouvernement camerounais, n'auront plus l'aisance à pouvoir obtenir des visas ou des déplacements aux États-Unis. Donc, vous voyez un peu, il y a quelque part le politique qui est aussi interpellé. Et ces séparatistes qui, de leur côté, ne veulent rien suivre, ils sont tous mis au même pied d'égalité. Toute personne qu'on trouvera, selon l'Amérique, impliquée dans cette crise, décidée à pouvoir faire perdurer, n'aura pas l'aisance pour y aller. Et certains qui pourront être retrouvés bien impliqués, je crois, c'est en évoluant. Rien n'est interdit qu'on puisse faire retourner certains citoyens et certains Camerounais nationalisés. C'est toujours possible que cela puisse se faire. Ou bien ils peuvent juger sur le territoire américain et pénaliser. Comme on le dit, Maître Biga l'a démontré tout à l'heure, la justice américaine n'est pas aussi... Elle est bien sévère, parce que pour punir, elle est rigoureuse. Donc, ce que nous voulons,
que ce soit, qu'ils soient jugés là-bas ou au Cameroun, c'est que des gens qui ont posé des actes aussi regrettables soient sévèrement punis, à la mesure des actes posés. Donc c'est autant de choses que nous souhaitons que, à cette allure où les choses se sont lancées, que ça aille de l'avant, parce que déjà la rumeur qui a couru, ce n'était pas une rumeur vaine. Parce que là, déjà hier, ça s'est dit, c'est passé sur la toile un peu partout, que les gauches-tiens étaient sur le point d'être stoppés, parce que depuis les 4 ans, depuis 1997, que ces gauches-tiens fonctionnent, on ne trouve pas les retombées. Donc c'est autant de choses, la peur peut venir toujours à partir de ce qui s'est déjà passé. Parce que dès lors qu'on a déjà coupé les ponts par rapport à l'extérieur pour ici, il n'y aura pas assez de financement ici au Cameroun. Maître Biliga, sur le jeu d'équilibre. Oui, je voulais d'abord dire autre chose. Et c'est un débat que qui est récurrent en disant, par exemple, le RDPC a une majorité obèse, il y a, certes, des principes édités par, je crois, Montesquieu dans l'esprit de loi, et qui essayent d'établir la division entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, mais ces divisions ne sont jamais étanches dans aucun pays au monde. Il y a toujours de l'interférence au niveau du judiciaire qui interfère un peu dans l'exécutif. Aux États-Unis, par exemple, il y a les décisions prises par le président de la République, par exemple au niveau des nominations des membres de la Cour suprême, doivent avoir l'approbation du Sénat. Du Sénat. Vous comprenez? Alors que logiquement, on aurait pu se dire, non, c'est le président de la République qui décide. Il est dans son... Non, je veux donc dire qu'il y a ces trucs qui arrivent, qu'il y a ces différentes influences du judiciaire sur le législatif, du législatif sur l'exécutif, mais que dans tous les pays du monde, il faut qu'on le sache, c'est l'exécutif qui dirige. D'accord. C'est l'exécutif qui dirige. C'est l'exécutif qui donne la ligne. Lorsqu'on vote Joe Biden, on ne vote pas le président du Sénat. On ne vote pas le président. Je veux dire qu'on ne tire pas tout. C'est pas le système. Toute l'ossature politique. Voilà, qui vote le président de la Cour suprême. Donc, je veux dire qu'il donne donc la ligne de sa politique. C'est une politique interne, c'est une politique externe, donc internationale, en intégrant le fait quand même que les États-Unis, comme on le dit bien, c'est une fédération, avec une indépendance pour certains, pour les États. Les États ils ont une certaine liberté, une certaine indépendance. Donc je veux dire que, pour moi, j'établis un lien entre la politique impulsée par le président Joe Biden, qui ne se limite pas seulement en matière économique et développement de son pays, mais également dans les relations extérieures, également dans la justice. Vous ne pouvez pas comprendre que après le 11 septembre, qui est cette histoire cette prison de Abu Ghraib ou bien Guantanamo, c'est pas la justice qui a décidé carrément d'envoyer les gens à Guantanamo. Il a fallu qu'il y ait un pouvoir politique qui décide que, compte tenu de l'affront que l'Amérique a subi, nous devons leur montrer que nous sommes l'Amérique à toute puissance. Donc on va arrêter ces gens. On va violer toutes les dispositions légales. Les droits de l'homme, on met de côté. Tant que l'Amérique est menacée, tant qu'un seul Américain est menacé, on va tout faire. Je vais vous raconter une anecdote, une histoire, une toute dernière. Je me retrouve en Allemagne, dans une ville qu'on appelle, non loin, on appelle Darmstadt. Darmstadt, il y a une base américaine à Darmstadt. Donc vous trouvez beaucoup de Noirs là-bas, les militaires. Ces militaires ne sont jamais jugés pour les actes qu'ils ont posés dans l'État en Allemagne. Ils ne peuvent pas être jugés. Donc être jugés au truc. Et pendant que je partais, donc, la personne avec qui j'étais m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas quand tu es à Darmstadt. Parce que ici, on a peur des Noirs. Dans un autre État, tu peux avoir des actes de racisme, parce que j'étais à Francfort, j'étais à Groß-Gerau, un peu partout. Mais ils me disent que là, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que c'est l'Amérique. Donc lorsque l'Amérique est agressée, c'est comme si tout le monde se serre la coude. On oublie les différences même entre Américains, entre démocrates et républicains. On oublie cette division dont on parle en disant c'est l'exécutif, etc. Il y a toujours des passerelles. D'accord. Gaston, sur ce jeu d'équilibre, évidemment, l'Amérique qui poursuit et puis de l'autre, d'autres parlent au gouvernement, le département d'État qui oui, brandit évidemment que je la suis menace. moins averti que mes deux jeunes frères.
Mais j'ai juste pensé à une chose quand on parlait. La justice dans un État démocratique américain n'est pas la même que dans un État républicain. Je veux dire, la peine de mort, par exemple, si on fait les 52 États aujourd'hui, si on fait le ratio, la peine de mort, je ne sais pas si elle existe encore dans un seul État démocratique, mais je suis sûr qu'il y en a le Texas et tous ces États républicains, et il y en a presque beaucoup, enfin, il y en a encore beaucoup. L'idée que la répartition est étanche, comme le disait Maître Biliga, est tout simplement un fantasme. Peut-être qu'il n'existe même pas un pays au monde où il y a de grosses implications à quelques niveaux, à différents niveaux entre justement le judiciaire et puis l'exécutif. Je pense par exemple au fait que le maire aux États-Unis, le district attorney aux États-Unis, le shérif aux États-Unis, et tout cela, ils sont élus pratiquement par rapport à une couleur politique. Ces gens-là qui doivent le chef de police est élu par rapport à sa couleur politique, en gros. Je veux dire, ces gens-là qui doivent assurer la justice, qui doivent assurer l'ordre. Absolument. Ils correspondent toujours plus ou moins à une couleur politique. Et leur action sera très fortement marquée par leur appartenance politique. Ce qui se passait du temps de Trump, où il soutenait presque ouvertement le racisme. Je ne suis pas sûr qu'avec les démocrates, on assiste encore à cette floraison de criminalité, ou alors elle y est, mais elle est plus souterraine. Ils font plus attention. Tout comme en France, que je connais mieux, je veux dire par exemple que la police parfois se sent plus libérée quand c'est un gouvernement de droite que quand c'est un gouvernement de gauche. Dans l'étanchéité et puis les exemples de Guantanamo, par exemple, où franchement, foutez-nous la paix avec vos droits de l'homme, avec vos trucs là. Ceux-là, ils ont touché aux cheveux d'un Américain, et bien, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Même Obama n'a pas pu y toucher. Aristide. Non, je crois que les interventions convergent vers une seule chose, c'est qu'effectivement, la couleur politique aujourd'hui aux États-Unis est démocrate. Et au cœur de la gouvernance démocrate, c'est globalement ce qu'ils appellent la défense. Est-ce que vous voulez dire que, je veux dire, dans les rapports bilatéraux, il vaut mieux peut-être pour le gouvernement camerounais d'être face aux démocrates qu'aux républicains? Non, j'en viens. D'accord. Excusez-moi. Je dis donc que l'ADN démocrate, c'est à un moment donné ce qu'on appelait les droits de l'homme, qui aujourd'hui ont basculé vers ce qu'on appelle les droits humains. Avec tout ce que cela comporte. Absolument. Je n'en dirai pas plus. Et donc, il peut donc expliquer pourquoi l'humain soit plus pris en compte sous un règne démocrate que sous un règne républicain. Et qu'il puisse faire aujourd'hui que, par rapport à la question que vous avez posée, parce qu'il y a une différence entre les justices qui sont rendues à l'intérieur des États américains et lorsque les États-Unis sont dans une situation bilatérale avec un autre État. Et là, c'est la couleur démocrate, pour le cas qui nous concerne, qui est mise en avant. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire qui est américano-américaine, mais c'est une affaire où les Américains interviennent dans un pays avec lequel ils sont en relation diplomatique et autres là, qu'est le Cameroun. Et donc, la politique qui est celle de Joe Biden, il avait même déjà annoncé les couleurs, que lorsqu'il prendrait les rênes, on arrivera à coup sûr vers la résolution de cette crise. Et les premiers signes de ces engagements forts qu'il avait pris sont en train d'être mis en place. Moi, je crois qu'on va aller de manière crescendo et dans les jours qui viennent, certainement, on n'en parlera plus. Parce que après l'interdiction des séjours aux États-Unis, on arrivera même également au blocage des comptes. Des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien, comme Maître Payet l'a dit, des sécessionnistes que des acteurs de la partie institutionnelle qui seraient plus ou moins impliqués dans ce qui est en train de se faire. Et les États-Unis ont les moyens de pouvoir, même si vos comptes sont logés en France, pouvoir arriver, je parle sur le contrôle des juristes sur le plateau, capables de bloquer vos comptes. Et quand on sait l'évasion fiscale qui est reconnue au Cameroun depuis une vingtaine d'années et qui implique un certain nombre de camarades de Bert Biga, je crois qu'aujourd'hui la panique est dans tous les camps. La panique est dans tous les camps. Et je puis vous dire que lorsque vous avez touché un Camerounais dans sa bourse, il devient tout petit. Il devient tout petit. Et je vous dis que tel que c'est parti là, parce que moi j'ai été également surpris, j'ai des amis qui sont à Kumba qui m'appellent et me disent que
une lueur d'espoir est en train d'arriver. Effectivement, avec la rumeur qui a circulé que les Goldstone étaient terminés. Ça veut dire que l'information est en train d'arriver déjà même dans les ménages pour leur dire que ceux qui finançaient cette affaire-ci, eux-mêmes ne sont plus en bonne posture là-bas. Et donc, quand le message arrive sur ceux qui sont sur le terrain des opérations, qui se rendent compte que les principaux pourvoyeurs et les commanditeurs de ceux qui sont en train de faire sur le terrain sont déjà en difficulté. Mais eux, ils sont quoi dans la chaîne? J'ai envie de dire, c'est du menu frétin. Et donc, forcément, ils vont se raviser et on va arriver à quelque chose qui va forcément redonner au Cameroun la couleur qui était la nôtre. Parce que le Cameroun n'a jamais été un pays qui a connu les réfugiés. On a toujours été présenté, et Hélène Kelman l'a dit, comme le pays d'accueil des réfugiés. Mais aujourd'hui, le Cameroun a des réfugiés dans les pays tout autour. Ce qui n'a jamais été, j'ai envie de dire, une certaine spécificité camerounaise. Et donc, je crois qu'on ne peut que se féliciter, indépendamment des bords politiques, indépendamment d'un certain nombre de considérations, on ne peut que se féliciter. Depuis moi, j'ai été coordinateur de projet à Kumba. Je parle de Kumba en catastrophe en 2016, laissant tout derrière moi parce que ça n'allait pas. Or, je puis vous dire, pour ceux qui ont fréquenté le nord-ouest et le sud-ouest, mais c'est des zones d'une richesse culturelle extraordinaire. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à pouvoir arriver ne serait-ce qu'à Santa. Je n'ose même pas dire Bamenda. Le nord-ouest avec l'un des plus grands hôpitaux de référence en Afrique centrale, bingo. Bingo, tout à fait. Mais je peux vous dire qu'on a vu cet hôpital mourir à petit feu parce qu'effectivement, il devenait impossible pour des gens de pouvoir avoir accès à l'offre de soins de qualité qu'on a de ce côté-là. Donc, nous, on ne peut que se réjouir. Et c'est vraiment des deux mains que nous applaudissons ce qui est en train de se faire au niveau des États-Unis. Mais, je pose la question à Maître Biga, quelle est la contrepartie que le gouvernement camerounais va concéder à ces actions qui sont aujourd'hui entreprises par les Américains? Cela dit, je voudrais qu'on évoque, qu'on avance évidemment dans l'échange. Quel peut être l'impact de Maître Biligala relevé? Il y a une subtilité quand même dans l'acte d'accusation. Les concernés, ceux qui sont poursuivis, n'ont pas respecté la loi américaine sur l'exportation des armes. Voilà un peu le mobile, le prétexte. Et donc, quel peut être l'impact de cette action-là, Maître Payer, devant les tribunaux américains? L'impact, évidemment, que ce soit sur le terrain, je crois que le docteur Aristide Bitouga a évoqué un pan, mais l'impact dans le bilatéral, dans les relations entre les deux pays, mais également l'impact, ce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui sont concernés ou alors intéressés par la résolution de cette crise. Il y a pratiquement tous les partenaires camerounais, multilatéraux et bilatéraux, et même les organisations internationales. Quel peut être l'impact, justement? L'impact. Du moment où c'est une crise qui ne concerne pas seulement, parce qu'on est en face d'une situation de la criminalité transnationale. Parce que là, pendant qu'ils violent la loi américaine, en exportant les armes, en passant les armes, sans respecter, sans avoir des agréments et tout consort. Bon, l'État américain a subi aussi quelque part quelques désagréments parce que du moment où on doit avoir une autorisation, une licence, ça suppose qu'il y a des charges. Il y a des charges financières ou bien des entrées sur le plan financier. Quand ils jouent cela d'une manière un peu voilée, jusqu'à ce que l'Amérique découvre cela sur la dénonciation de certains Camerounais, l'Amérique a intérêt, en les poursuivant, à pouvoir préserver aussi ses caisses. Et préserver, pourquoi pas, l'insécurité qui peut aussi s'étendre jusqu'à son niveau. Donc, je ne sais pas si je comprends très bien la question, mais je dirais que la justice, en agissant, préserve autant les intérêts américains que les intérêts camerounais. Surtout camerounais sur le plan sécuritaire, parce que plus nous subissons
avec les LDC, tout ce que nous encaissons et tout ce que nous avons comme problème économique, vous voyez, les deux zones ont été déclarées économiquement sinistrées. Ce qui fait que rien ne produit à ce niveau. Donc, une bonne justice à pouvoir aller de l'avant comme nous le souhaitons, c'est pouvoir faire qu'il y ait qu'on essaye de rétablir l'ordre au niveau, surtout du Cameroun, pour nous qui subissons plus. Et que les États-Unis puissent avoir une certaine lisibilité par rapport au passage des armes, que cela se passe dans les normes. Et celui qui n'a pas qualité à pouvoir le faire, qu'on ne puisse pas le faire. Parce que tous ceux-là, les trois qui sont d'abord interpellés, sont-ils même des gens bien habilités, capables, ayant des capacités à pouvoir faire ce genre de trafic? Je crois que c'est juste le charlatanisme camerounais. Et comme le Cameroun est très fort à s'adapter à tout, qu'on essaie de voir et qu'on essaie d'obstruer ce genre de manège que nous subissons et qui nous a fait beaucoup de morts du côté du Nozo. Gaston Kelman, sur l'impact. Oui, en fait, je pense que s'il est vrai, comme disait l'autre, que l'Amérique soit dans cette orientation aujourd'hui de vouloir mettre fin à son soutien du Nozo, on ne peut que s'en féliciter. Moi, ce n'est pas ce qu'il pense qui m'intéresse. En fait, ce n'est pas l'impact par rapport à l'intérieur des États-Unis qui m'intéresse. Et contrairement à ce que Maître pense, franchement, ce n'est pas une affaire de sous. Je veux dire, le peu d'impôts que ces gens-là auraient parce qu'ils ont envoyé un conteneur de 2 Kalachnikov ici, ça ne fait pas du tout 0,0000001% dans le budget des États-Unis. Qu'est-ce qui pousse les États-Unis à vouloir sortir de cette politique? Est-ce que c'est tout simplement une rupture idéologique avec Trump? C'est fort possible. Je veux dire que si l'intérêt des États-Unis était vraiment en jeu au Cameroun, la politique de Trump, on n'y toucherait pas. Quel est le président américain qui a touché à l'embargo, au sinistre embargo cubain? Aucun. Depuis 60 ans, aucun président n'a touché au sinistre, à l'inhumain, inimaginable embargo, injuste embargo cubain. Je veux dire, quel est le président américain qui a jamais dit que vraiment ce que vous avez fait à Saddam Hussein, c'était mauvais, c'était la seule république la plus laïque de cette zone-là. Il ne fallait pas y toucher parce que les équilibres étaient très bien. Quand l'intérêt des Américains à l'extérieur est en jeu, je vous assure que les milliards qu'ils peuvent dépenser dans une guerre inique n'ont pas beaucoup d'importance. Et moi, tout ce dont je me félicite, c'est que justement ces rigolos, entre guillemets, je les appelle comme ça, qui nous foutent le bordel dans ce secteur du Cameroun qui nous est tout cher, qui comprennent qu'aujourd'hui, ils n'ont plus aucun soutien. Ils existaient tout simplement parce qu'ils croyaient avoir le soutien des États-Unis, parce que d'abord Nagui venait de dire des choses vraiment inimaginables pour un type qui est supposé être un diplomate. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir que, mon Dieu, faites que ce soit vrai, que l'Amérique dise à ces gens, nous ne sommes plus une base arrière de votre déstabilisation de votre pays. Et pour des intérêts américains, certainement, une rupture par rapport à Trump, je dis merci Seigneur. Peut-être parce qu'ils disent à Biya, bon, nous t'aidons à écarter ces gens-là, maintenant nous voulons que tu tiennes compte de nous dans ta politique, dans les enjeux... Je veux dire, justement la contrepartie, voilà, peut-être qu'ils attendent une contrepartie. Les droits humains également. Pardon? Les droits humains. Vous y revenez beaucoup. En tout cas, c'est la prochaine question. Franchement, les droits humains américains, quand l'Amérique est concernée, ça n'existe plus. On a cité le cas de Guantanamo. Ma foi, c'est tout à fait un exemple. Et les États-Unis n'ont que les intérêts, comme beaucoup de nations d'ailleurs. Qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à nous aider à sortir de cette crise? C'est tout ce qui m'intéresse. Et que justement, ces gens-là, ces assassins qui sont en face, parce que si j'ai bien compris, franchement, l'idéologie n'existe même pratiquement plus de ce côté-là. D'aucuns pensent même que les gens viennent du Nigeria, il y a des petits brigands de grands chemins, il y a du tout. On ne sait même plus quelle est la revendication précise aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que les enfants puissent aller à l'école de ce côté-là et que ceux qui pensaient que l'Amérique les soutenait oublient de ce côté. Et si, comme on sait que les autres sont très suivistes, si l'Amérique ne les soutient plus, c'est vrai que si la France avait des velléités, si l'Angleterre avait des velléités, si l'Allemagne avait des velléités, ils vont certainement tous laisser tomber. Et moi, c'est tout ça qui me ferait plaisir. Maître Biliga, quel peut être l'impact?
l'impact multiforme hein, de cette action de la justice américaine. Ça peut être un impact sur le terrain déjà, de façon directe. Ça peut être un impact dans le regard des partenaires multilatéraux ou bilatéraux du Cameroun, on le sait. Pardon. D'ailleurs, le président de la République, pas plus tard que dans son discours du 31 décembre dernier, a à nouveau appelé les partenaires à davantage contribuer à ramener la crise. Michael, la fin de la guerre froide, avec le démantèlement du mur de Berlin, il faut noter que l'Amérique continue à être un État puissant. C'est le gendarme du monde. Et lorsque l'Amérique touche, je crois que le monde entier est enrhumé. Lorsque l'Amérique a commencé là maintenant à traquer, à s'intéresser véritablement au conflit au niveau de Cameroun, du Nord, du Sud, pas en prenant un parti contre le gouvernement comme on l'a vu avec l'ancien ambassadeur qui tous les jours ici tapait sur le gouvernement, vous pouvez noter que, vous allez comprendre que même ces terroristes ou bien ces financiers des terroristes qui sont en France, qui sont en Norvège, en Grande-Bretagne et partout, ils vont commencer à prendre du recul, à avoir peur. Ils auront peur. Et c'est ça peut-être ce qu'on peut appeler comme un gain dans l'intervention ou dans l'arrestation, dans le fait que des Camerounais en Amérique sont traduits devant la justice. Donc moi je pense que cet impact doit être là. C'est-à-dire le fait d'avoir tapé la main sur la table va faire que ces rebelles, ces terroristes, surtout les financiers de ces terroristes, se feront plus discrets. Et je pense que cela peut contribuer très facilement à ramener la paix dans notre pays. Parce qu'on a très souvent reproché le gouvernement le fait que le gouvernement n'a pas suffisamment fait en matière de paix. Mais je vous assure que lorsque les gens, les seigneurs de guerre, ils trouvent leur compte, vous pouvez faire n'importe quoi. Si le gars sait qu'avec sa Kalachnikov ou bien avec son arme, il va avoir de l'argent, c'est des centaines de millions. On a vu ça avec Boko Haram. Oui. Vous allez beau leur dire n'importe quoi, ils ne vont pas. Par contre, ils savent qu'ils ne peuvent plus avoir accès à l'arme parce que la personne qui donnait l'arme n'est plus là. S'ils savent qu'avec la puissance américaine au niveau des renseignements et autres, on peut le dénicher là où il est. Vous savez comment Savimbi est mort? Pendant longtemps, l'Amérique s'amusait avec compatissant, c'est-à-dire, oui, était avec sa bibi, soutenait sa bibi. Le jour où l'Amérique a dit c'est fini, c'est à travers son téléphone qu'on a, c'était à l'époque Touraya, à l'époque c'est là que le téléphone, qu'on a pu le localiser et on l'a tué. Si l'Amérique se met vraiment dans le bain en disant c'en est assez, les terroristes là seront terrorisés. Avec l'autre pan de la question, c'est de savoir s'il n'y aurait pas un effet d'entraînement avec les autres pays. C'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est-à-dire que lorsque l'Amérique touche, les autres sont enrhumés. En fait, lorsque l'Amérique dit il faut que cette guerre finisse, vous allez voir, les autres pays vont suivre. D'accord. Non, je crois que le thème de votre émission répond très bien à votre question. Nous sommes effectivement dans carte sur table, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de cartes que les États-Unis ont en main. Il faut pouvoir les déposer sur la table. Et donc, lorsque tout à l'heure vous lisiez le chef d'accusation qui disait que ces terroristes-là auraient violé les lois américaines dans le domaine du transport des armes. Absolument. Mais ne me faites pas croire que cette violation-là, c'est sous Biden que ça s'est produit. Ça veut dire qu'il violait déjà. Trump a fermé les yeux. Il violait déjà ces lois sous Trump. Mais Trump laissait passer. Mais sauf que à l'époque, ça n'intéressait pas le gouvernement américain qui était aux affaires. Ça allait dans leurs intérêts. Voilà, ou bien ça allait dans leurs intérêts. Et qu'aujourd'hui, que Biden est aux affaires avec les démocrates, qu'aujourd'hui on mette ça en exergue. Sauf que parmi les retombées, s'il faut parler de retombées, moi je reste dans une posture qui n'est pas très loin de celle de l'aîné Kelman. C'est la dimension, j'ai envie de dire, de la post-colonie. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit à célébrer l'intervention américaine pour régler une crise au Cameroun, c'est ça, moi, qui me fait extrêmement mal. Tout à fait.
Parce que les États-Unis, et nous sommes tous unanimes là, si quelqu'un nous regarde en face, mais il peut arriver que, quelle est cette histoire qu'une crise interne au Cameroun, on en soit à célébrer le voisin qui vient nous aider à régler cette crise. Mais ce voisin donc qui arrive pour régler la crise dans votre maison, forcément il vient avec une facture qu'il vous pose sur la table. Et il vous dit, ok, comme j'apparais comme votre sauveur dans ce que vous n'arrivez pas à gérer chez vous, voici la contrepartie. Et lorsque je parle des droits humains, je vous ai parlé du paradigme woke aujourd'hui qui est en vogue aux États-Unis. C'est effectivement la prise en compte de toutes ces minorités. De toutes ces minorités, la communauté LGBTQI qui va avec, c'est qu'effectivement, dans le conteneur de la facture qui nous viendra, c'est que ce que nous vous donnons ici, là, vous serez prêts à nous le concéder de ce côté. L'ambassadeur. Ah, ça c'est vous qui le dites, moi je ne l'ai pas dit. Et donc il faut s'attendre à ce que cet interventionnisme que nous célébrons aujourd'hui, il va falloir préparer les Camerounais à assumer la contrepartie de cet interventionnisme. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle en tant qu'intellectuel. De pouvoir déjà dire aux Camerounais que maintenant que nous allons vers la résolution de la crise anglophone, il y a une facture que nous allons payer. Et cette facture aura, entre autres éléments, que la puissance tutélaire va nous imposer les droits humains. Et il va donc falloir aujourd'hui donc que nos mentalités commencent à s'ouvrir et à intégrer que la paix a un prix. Et que dans le prix que la paix que nous recherchons au Nozo là, inclut ces minorités-là, que les Camerounais puissent donc accepter faire ces concessions. Et c'est pour ça que moi, j'interpelle le gouvernement à communiquer. Parce qu'au-delà des débats, il faudrait que l'État qui, effectivement, est au cœur des négociations par rapport à ce qui est en train de se jouer et qui connaît les tenants et les aboutissants de ce qu'ils vont concéder pour cette paix que nous cherchons au Nozo là, qu'on puisse éduquer le Camerounais pour lui dire que les démocrates là, dans leur valise là, ils ont les droits humains. Et que ce qu'on nous sert déjà dans les télénovelas et autres là, qui sont en violation flagrante de notre constitution. Ça va rejoindre la modification de la loi. C'est vous qui le dites. Non, c'est une question en fait, je ne le dis pas. Mais je suis donc, en tant que futurologue, et ça je convoque cette casquette sur le plateau, non, elle est ancienne. C'est-à-dire que lorsque je mobilise un certain nombre de futuripes et de futurants, je peux vous dire que dans les jours qui viennent, cette question sera au centre des enjeux sociétaux au Cameroun, parce que la guerre a un prix. Et ce prix que nous voulons considérer avec les démocrates passe par la reconnaissance de ce que nous appelons aujourd'hui la communauté LGBTQ. Est-ce que nous sommes donc prêts? Je crois que c'est une question peut-être hors débat. Nous devons continuer la réflexion. Mais je sais que vous vouliez répondre, mais j'ajoute à la question, quel pourrait être le prix justement, quelle pourrait être la compensation éventuellement, s'il devrait y en avoir, face à l'attitude nouvelle de cette Amérique. Il ne faut même pas envisager qu'il n'y ait pas une compensation du PITA. Bon, je sais. Moi, je ne fais que... je sais que poser la question. Voilà, donc vous me dites. Hein. Je sais, sur le plan international, rien n'est gratuit, comme on le dit souvent. Mais je n'aurais pas voulu souhaiter... Je me dis que l'Amérique peut devenir aujourd'hui aussi bienfaiteur au point de poser... Vous n'êtes pas naïf, c'est ce que vous voulez dire. Parce qu'on ne doit pas toujours venir nous... Ils sont trop bons, trop gentils. Non, nous avons applaudi tous. Nous avons applaudi ce qu'ils sont en train de faire. Bon, mais ce n'est même pas ça qui est la solution par rapport à la crise anglophone. Ça, c'est clair. Ce n'est que l'une des méthodes qui va évoluer vers l'aboutissement ou à la calmie. Parce que là, il faut maintenant, comme tellement on trouvait les armes sophistiquées entre les mains de ces gars, et on connaît déjà là où il y a les sources, et quelque part on a déjà dit qu'on va désormais tamiser. Et même pourquoi pas empêcher. C'est une partie des solutions. Ça ne veut pas dire que les Camerounais doivent se croiser les mains et dire la solution viendra des États-Unis. Non, il est question maintenant, pendant qu'il y a affaiblissement en matière d'armement, que le dialogue continue. Les Camerounais ont intérêt à dialoguer entre eux. Exact. Parce qu'il y a quelque chose, même après cette guerre, il risque d'avoir encore beaucoup de règlements de compte entre les Camerounais. Donc il est question de pouvoir essayer de dialoguer d'une manière sincère, faire asseoir les Camerounais autour d'une table,
le temps que les armes manquent, parce qu'il y a eu toujours de temps en temps, avec cette crise, quand les gars parfois sentent les munitions manquer, ils veulent retourner en ville, ils veulent retourner dans les villages. Mais à peine arrivés au village, les cargaisons arrivent avec les moyens subsidiaires, les moyens financiers pour les encourager. Et certains retournent en bourse pendant que d'autres restent dans les camps de DDR. Certains y restent et d'autres retournent. Donc il est question, pendant que l'Amérique nous aide à pouvoir affaiblir les financiers, affaiblir les envoyeurs des armes et toutes les munitions, que le Cameroun, que le gouvernement s'attelle encore. On a eu le grand dialogue. Pourquoi ne pas continuer avec les dialogues? Le dialogue ne doit pas être limité. Il est question, c'est une question concernant les vies humaines. Vraiment, le gouvernement doit continuer à dialoguer. Et c'est ça que pour nous, les socialistes, nous sommes toujours à l'option dialogue. Parce que les armes ont crépité, ça n'a pas pu donner. C'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui, à pouvoir trouver des solutions autres que toujours les armes. Les armes ne peuvent pas donner... Maître Biliga, les deux précédents panélistes sont convaincus que votre gouvernement a marchandé cette histoire-là. Que vaut cette nouvelle démarche de non seulement l'administration nouvelle aux États-Unis, mais aussi de la justice américaine? Nous avons dit tout à l'heure que avec le départ de Trump et l'arrivée de Biden, dans beaucoup de domaines, il y a eu un changement. Oui, mais au prix de quoi? Non, je ne regardais pas seulement avec le Cameroun. Il y a déjà la politique de Joe Biden qui va à l'encontre de celle prônée par le président Trump. Regardez les relations avec les autres pays, l'Iran, etc. Et le truc carbone, comment on appelle encore ça? La taxe carbone. La taxe carbone, etc. On s'est rendu compte que le dérèglement climatique et autres. Donc, vous allez dire que dans ce cas, il y a eu une négociation où il y a eu... Et il y en a forcément. Il y a toujours des contreparties. Non, il n'y a pas forcément de contrepartie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gouvernement arrive, estime que c'est un gouvernement démocrate, estime que ce que les républicains faisaient n'est pas bien dans certains domaines. Dans d'autres domaines, naturellement, ils ont suivi les républicains. Et parmi ces domaines-là, parmi ce qui reprochait aux républicains, c'est par exemple la gestion de la crise au Cameroun. Moi, je ne vois pas forcément, je n'exclus pas. Mais je dis qu'il ne faut pas le mettre comme si c'était une relation tout simplement entre un changement de politique, c'est seulement vis-à-vis du Cameroun. Ça a été un changement de politique global. Lorsqu'on le met dans le du global, il n'y a pas forcément contrepartie à ce moment-là. Je n'exclus pas ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec cette histoire d'un ambassadeur apparemment qui serait homosexuel, etc. Et que ça, je n'exclus pas que ça peut poser un problème. Mais je dis que ça aurait pu poser le problème même du temps de Trump, sans que Trump soit du côté du Cameroun. Je veux dire que ce n'est pas forcément parce qu'il y a Joe Biden qui aujourd'hui estime que la paix doit arriver au Cameroun, qu'il faut forcément avoir comme contrepartie l'acceptation d'un certain nombre de choses qui sont contre nature chez nous. C'est ce que je veux dire. Je n'exclus pas, mais je ne suis pas péremptoire en disant que c'est forcément une contrepartie. Parce qu'il s'agit d'une politique globale qui ne concerne pas seulement les relations entre le Cameroun et les États-Unis, ça concerne les relations entre les États-Unis et l'Europe, et l'Asie, et l'Amérique, des autres pays américains, et tous les autres pays. Aujourd'hui, vous parlez pas plus beaucoup trop du mur avec le Mexique, qui à un moment donné, c'était un véritable problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de querelles du genre, ou de votes en guerre, du genre de Trump. Donc c'est différent. Oui, peut-être avant que l'aîné Kelman ne prenne la parole, il faudrait qu'on soit clair. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de la COP 21, on est tous d'accord que c'est des enjeux mondiaux. Et donc, ils peuvent expliquer la démarche de Maître Biliga qu'il n'y ait pas de contrepartie sur des actions comme celle-là. Et encore, c'est relatif. Encore que c'est relatif. Mais lorsque c'est des affaires États-Unis et des petits poussés que sont le Cameroun, ça ne peut pas être la démarche que Maître Biliga est en train de développer. Et moi, c'est cette hypocrisie que je condamne. Parce que nous sommes devant une réalité qui arrive à grands pas. Nous la voyons venir. Elle est presque à nos portes. Et en parler n'est pas mauvais en soi. Mais vouloir maintenir, j'ai envie de dire, l'omerta sur quelque chose qui est en train d'arriver. Vous avez vu, avec l'arrestation
d'un jeune homme qui était présenté comme appartenant à cette communauté qui est aujourd'hui du côté de Nouvelle. Comment les États-Unis en ont fait une affaire à leur niveau. C'est-à-dire qu'un individu isolé au Cameroun, c'est les États-Unis dans leur globalité qui ont porté cette affaire pour dire qu'il y a une violation des droits humains au niveau du Cameroun. Et je crois que si quelqu'un aujourd'hui ne peut pas reconnaître aux démocrates cet ADN sur la valorisation ou sur la mise en lumière de ce volet qui leur tient à cœur, qu'on appelle les droits humains, je crois que c'est pratiquer la politique de l'autruche. Et donc il faut dire ce qui est disable et préparer les Camerounais, pas forcément à accepter, peut-être à monter au créneau pour dire, même si les États-Unis aujourd'hui nous accompagnent dans la gestion de cette crise, nous n'allons pas concéder ceci, nous n'allons pas concéder ceci, parce que l'Africain, le Cameroun en particulier, nous avons un certain nombre de valeurs culturelles qui nous sont fondamentales, qui ne peuvent pas être mises sur la balance d'une action qui viendrait des États-Unis, au motif qu'on voudrait forcément arriver vers la résolution de la crise aux côtés du Nozo. Il faut en parler. Oui, deux points. Oui, c'est vrai que tu as d'abord parlé du fait que, et ça m'a beaucoup touché, on n'y était pas venu profondément. Vraiment, on se réjouit que la solution d'un problème africain camerounais vienne des États-Unis. Ça, c'est vraiment triste. Bon. Mais on fait avec, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et si ça peut résoudre, mais effectivement, que ça peut interpeller les uns et les autres de voir que nous n'avons pas pu résoudre le problème de Nozo. C'est l'Amérique qui dit je vais faire ceci, cela, et puis tout de suite, nous tous, nous sommes euphoriques. À juste titre, hein, soit dit en passant, à juste titre. Et le deuxième aspect, bon, évidemment, qui n'est pas du tout le débat de ce soir, mais effectivement, qui ne peut pas être occulté, il parle beaucoup des droits humains. Et c'est vrai que le gouvernement Biden met presque un point d'honneur à être le gouvernement je veux dire, de mariage pour tous, c'est-à-dire de ce secteur. Tout azimut. Oui, voilà, de ce secteur de l'évolution des mœurs et de la société. La vice-présidente s'en prévaut tout à fait de manière ostentatoire, on pourrait dire. Un ambassadeur qui vient. Je me suis posé la question de savoir si on aurait pu proposer un ambassadeur comme ça en Arabie Saoudite, j'en sais rien. En Arabie Saoudite, j'en sais rien. C'est ça qu'on aurait à proposer au Vatican. Oui, pardon. Le Vatican. Voilà, je sais rien. Donc, le Vatican va accepter. Cette contrepartie-là, ce n'est pas elle qui m'intéresse particulièrement. Mais moi, c'est le fond de ce que tu avais avancé là, qu'il faudra bien qu'un jour, effectivement, on se libère du fait que les solutions nous viennent d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, bon, on dit bien, s'ils veulent nous aider sur ce point-là, mais que ça nous pousse justement, nous, les hommes, que ce soit les hommes, les fers de lance de ce pays, que ce soit du point de vue intellectuel, du point de vue politique, du point de vue sociétal, je veux dire OMG et tout. J'ai dit OMG, non, OGN, ONG, pardon. ONG, Organisation non gouvernementale. Que puissent se poser les questions que cause que tandem, comme disait Catilina, comme disait Cicéron, jusqu'à quand les solutions nous viendront de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Il faut qu'on en tienne compte chaque fois qu'on est face à des solutions ponctuelles qu'on accepte. Demain, on fera quoi? Quand les gens du Nord se lèveront et diront que nous, les musulmans, aujourd'hui c'est fini, on attendra l'Arabie Saoudite, ou bien on attendra qui, le Qatar, j'en sais rien. Alors non, ça, on est plus ou moins tous d'accord que c'est un petit pas sur le chemin vers la paix qu'entreprennent les deux pays dans je l'ai dit, pour la recherche de la paix. Alors, que faut-il d'autre? Faudrait-il peut-être que les autres pays s'y mettent aussi pour davantage mettre de la pression, pas qu'aux séparatistes évidemment, mais je veux dire que le gouvernement camerounais aussi interpellé dans sa démarche, par exemple la décentralisation qui a été actée ne serait pas implémentée au rythme voulu, souhaité. Il y a d'autres initiatives politiques qui interpellent les uns les autres. Ayuk Tabé, il est en prison. Est-ce que les démarches, le dialogue
des négociations dans ce sens-là ne viendraient pas accompagner éventuellement, Maître Payer, ce genre d'action? Oui, voilà, c'est ce que disait l'Amérique est en train de nous donner un coup de pouce. Alors nous, en interne, nous devons nous engager encore plus. C'est vrai, on a attaqué, on a commencé par des rencontres, des dialogues et tout qu'on sort. Je dis bien, c'est mieux qu'on continue et d'une manière très très sérieuse parce que voyons-nous, le regretté cardinal Christian Thomé, il a voulu bien apporter des solutions par rapport à cette crise à un certain moment. Le système en place ne lui a pas donné l'opportunité de pouvoir mieux s'exprimer. C'est-à-dire la All Anglophone Conference, où il devait parler avec tous les anglophones dignes de ce nom, pas qu'on excluait les francophones. La porte était grandement ouverte, mais on n'a pas pu lui permettre de faire cela jusqu'à ce qu'il rende là. Donc, ça veut dire, à l'heure actuelle, après lui, quand il est décédé, ce n'est pas dit que les anglophones sont tous décédés. Et il y a tellement de choses que ces anglophones peuvent faire entre eux. Et revenir juste pour des solutions. J'ai été toujours opposé un peu à certaines solutions où on dit qu'il faut se déporter en Suisse ou n'importe où pour gérer les problèmes camerounais. C'est comme si on demeurait sous la colonisation. Comment est-ce que le Camerounais indépendant, avec tous les sommités que nous avons, les éminences grises et tout qu'on sort, pour peu qu'on puisse se mettre sur la table d'une manière sérieuse, ne peut-on pas trouver des solutions en interne? Donc, il est temps, parce que là, pour moi, j'ai applaudi ce coup de pouce de l'Amérique, surtout, parce que ça affaiblit l'approvisionnement en armes dans la zone. Parce que tous ces soulèvements, tous ces guerriers, ils sont forts parce qu'il y a les armes et les munitions. Vous savez, à un certain moment, on a interdit, parce qu'on croyait, à un certain moment, les forgerons faisaient aussi des armes. On a presque un peu interdit certaines forges dans beaucoup de zones. Alors c'est là où, malgré ce, quand on a constaté qu'on a pu interdire, parce que beaucoup de sous-préfets ont joué à pouvoir empêcher aux forgerons de faire des armes. Mais on a toujours constaté que les armes entraient au Cameroun. Donc déjà, ce coup de pouce américain, qui pour moi n'est pas la solution définitive, ce n'est qu'un apport. Et nous, en interne, il faudrait que le gouvernement se remette sur la table du dialogue, que le gouvernement essaye encore de voir des stratégies. Essaye de voir comment toucher ces chefs. Parce que surtout, on néglige un peu du côté de... Parce que toucher les populations du nord-ouest, sud-ouest, c'est vrai que les chefs ont été beaucoup assassinés ces jours. Et nous savons comment les armes circulent, comment pour aller assassiner à Lébiala. C'est toujours les cotisations à partir de l'extérieur, que ce soit la base qui cotise pour des films marchands. Donc, autant ces choses, on a fait au point que le pouvoir du chef, les chefs ont été un peu, à un certain moment, avec les exagérations, leur pouvoir a diminué, au point qu'on enlève des chefs. Mais ces chefs ne sont pas pour autant devenus nuls. Donc, il faudrait bien qu'on permette vraiment des entretiens dans la zone. Nous parlons, moi je suis un peu de culture anglophone parce que ma famille a été du côté anglophone. J'ai fait classe 1, classe 2 à Tombelle. Et là où je ne peux même plus accéder à l'heure actuelle, quand j'arrive à l'eau, monter là-bas, quand on a tout peur qu'en revenant, on sera peut-être capté et gardé quelque part en brousse. Donc c'est tel que ce sont des gens qui ont quand même du respect à l'égard des aînés, du clergé et tout consort, en faisant une fois de plus, en ouvrant une voie. Parce que le cardinal n'est plus là, mais il y avait un secrétaire, je crois, c'est Smith, son secrétaire. Eli Smith. Eli Smith, voilà. Eli Smith. Il doit avoir beaucoup. Mon cher ami pourtant. Voilà, il doit avoir beaucoup de Secrétaire choses. général Autant de ressources pareilles. Je sais qu'on a effrayé certains qui ont fui, mais il peut toujours avoir assez d'idées, autant de personnes à pouvoir consulter pour pouvoir rassembler une partie d'anglophones. D'accord. Mais Gaston d'abord, si vous permettez. N'est-ce pas l'occasion pour la diaspora, dont on sait évidemment qu'elle a quand même un rôle assez pesant, la diaspora tout à fait. qui est très intéressée
au déroulé sociopolitique au Cameroun qui s'impliquent, que ce soit de façon directe à travers des aides aux familles et le reste, mais également dans la vie quotidienne, sur les réseaux sociaux, on voit une certaine diaspora s'exprimer et tout. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de se dire, attention, pour éviter la dérive, mobilisons-nous davantage pour apporter des solutions, non seulement à ce problème, mais aux autres questions qui interpellent la communauté nationale et la diaspora camerounaise aujourd'hui? Franchement, ce serait très long à expliquer. D'abord, quand on me dit, vous, la diaspora, je dis, je ne suis pas la diaspora, je suis un immigré. La diaspora, c'est une construction de très, très longue haleine. On a vu, si on prend par exemple maintenant le secteur, entre guillemets, de la diaspora, mais de ces immigrés qui sont actifs, quels sont ceux qui ont soutenu la crise anglophone? N'est-ce pas quels sont les anglophones? Une diaspora n'est pas régionale, une diaspora n'est pas ethnique, une diaspora générale. Quand elle est ethnique, alors elle est transnationale. Mais une diaspora est nationale. On te parle de la diaspora juive, de la diaspora chinoise, et ainsi de suite. Nous avons des immigrés qui ont des intérêts immédiats par rapport à ceux de la zone anglophone. On a vu par exemple, je ne sais pas si vous appelez aussi la diaspora, la basse par exemple, des espèces d'excités qui allaient faire pipi et caca dans les bancs, les ambassades. C'est vraiment pas si c'est ça aussi la diaspora. Il n'y a rien de construit qu'on appelle vraiment la diaspora. La diaspora, elle est vraiment à certains aspects beaucoup plus triste même que ce qui se passe dans le pays, les difficultés de positionnement par rapport au pays. Ou alors, après, ces groupes-là qui interagissent, que ce soit d'ailleurs au Mali, au Sénégal, vous ne verrez pas un type de Ziguinchor aller construire des trucs dans un autre espace, alors qu'une diaspora nationale voit l'intérêt national. Nous sommes encore dans des approches vraiment très, très immigrées, je veux dire sectorielles. On a la diaspora, les enfants de la cité, les enfants de New Bell, et ainsi de suite. Et maintenant, quand on prend les individus, on a vu les positionnements individuels. Je suis très bien placé pour savoir le nombre de coups que j'ai pris comme un imbécile total, tout simplement parce que j'avais mes positionnements d'homme, pas dans la logique de la diaspora, que ce soit par rapport au Cameroun, parce que j'ai une logique intellectuelle qui est la mienne. Ou alors d'autres contre qui je me suis battu. Vous connaissez mon combat ces derniers jours aussi par rapport à justement à une éminente personnalité de la diaspora, qui est d'une tristesse absolue, mais que tout le monde a plébiscité, tout simplement parce qu'il insultait les pouvoirs, qui disaient que l'Afrique est dirigée par... Vous ne lâchez pas du lest. Hein? Vous ne lâchez pas du lest. Je ne lâche pas du lest parce que mon pays est en danger. Et quelqu'un qui vous dit que la France-Afrique c'est fini, vous pouvez vous reposer quand vous entendez ça? Vous pouvez vous reposer quand vous entendez ça? Quelqu'un vous dit qu'il a eu tout son honneur tout simplement parce que dans ce que je dénonce, comme la post-colonie, la haine de soi post-coloniale, il est son pays d'une manière absurdement viscérale. Et comme tout le monde, il faut insulter Biya pour exister. Il insulte Biya, il parle des vieillards incontinents qui souillent tout ce qui touche et qui dirigent. Rassurez-vous, vous n'êtes pas oubliés, qui dirigent des personnes lobotomisées et avachées. Vous êtes des lobotomisés avachés. Alors quand vous le plébiscitez parce qu'il insulte Biya, sachez que vous avez aussi votre part. Donc voilà donc la diaspora telle qu'elle se présente. Soit des individus qui courent vers, aliénés jusqu'à la moelle des autres. Mais c'est à se demander, je vous coupe pas, oui. Vraiment, c'est vrai, ne me branchez pas sur ce secteur-là. Non, mais c'est à se demander justement, Je connais la diaspora. Ça se demander justement, pourquoi cette autre diaspora, qu'on plébiscite, qu'on apprécie, qui est au sommet quand même des activités dans ces pays. On a une diaspora assez intéressante qui est intégrée dans le fonctionnement quotidien, dans les entreprises américaines, européennes. Pourquoi cette autre diaspora-là ne s'exprime pas autant? Pourquoi elle est si silencieuse? Je veux dire, pourquoi c'est camerounais? Dans une logique individualiste, post-coloniale, c'est toujours comme ça, dans le monde entier, depuis Horace au 1er siècle avant Jésus-Christ, et même avant lui. Comprenez que quand un peuple a été dominé, il passe par un espace d'intérêt individuel. D'accord. Ça se passe dans le monde entier. Allez en Haïti, allez aux États-Unis, allez dans le monde entier. L'Afrique du Sud est la manifestation la plus caricaturale. Aujourd'hui, on était convaincu que quand le blanc partirait d'Afrique du Sud, les noirs seraient des frères, ouais, alors que on n'assiste à rien de cette fraternité. Donc les positionnements partout, soit ils sont d'un partisanisme tribal, soit ils sont d'un individualisme
exacerbé et malsain. Quelqu'un qui vous dit, j'ai rencontré Macron, avec lui j'ai compris que la France-Afrique c'est fini. Vous vous demandez s'il se porte bien. Et vous parlez de la vigueur d'un jeune homme de 40 ans. Ce type-là est d'une vigueur. Ils ont fait du football ensemble, ils ont fait ils ont couru, ils ont fait du jogging. Comment est-ce que tu rencontres quelqu'un, tu dis qu'il est vigoureux? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux gens-là? On a le droit de se poser la question. Donc comprenez, monsieur, comprends Tongo Dipita, que si je peux vous faire un cours de 1000 heures sur ce que vous appelez la diaspora, qui n'est que... parce que c'est exactement le reflet de ce qui se passe aussi au Cameroun. Il n'y a pas du tout de solidarité au Cameroun. J'ai entendu l'autre jour qu'un ministre payait sur sa bonne 35 000 francs, sur son homme de main 35 000 francs, qui doit travailler pour lui, pour sa maîtresse et pour sa belle-mère. Et je vous ai dit que ça, on appelle ça la haine de soi postcoloniale. Et puis la positionnement classe moyenne. On va voir qui a les moyens d'exister dans ce pays. Alors que, et même nous qui sommes sur la table, si vous avez des bonnes, je ne vous donne pas vous demander combien vous les payez et à quelle heure elle commence, à quelle heure elle termine. Mais sauf que moi, l'intellectuel, j'analyse cela. Je ne condamne pas. J'explique pourquoi est-ce que quand un peuple sort de la domination, les positionnements sont égoïstes. Et on appelle ça la classe moyenne, la création d'une classe moyenne. C'est ce qui fait donc que ne rêvez pas d'une diaspora. Elle n'existe pas encore. C'est une construction. Ce n'est pas une déclamation. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand professeur aux États-Unis, un grand ingénieur à telle place. Soit il pense à sa famille, soit alors il pense à lui tout seul. Je vais être le premier noir qui aura été à discuter avec Macron pour discuter de toute l'Afrique au moment où il y a une disqualification de la France-Afrique politique de Ouattara. Ouattara a raté. Moi, maintenant, je suis au sommet de l'Afrique. D'accord. Je rentre dans les livres d'histoire. Maître Biliga, la dernière intervention sur ce thème, et puis on va dire un mot avant de sortir l'émission sur le NEC SDF. Oui, moi je voudrais d'abord des choses. Tout à l'heure, mon confrère intervenait. Il n'a pas tellement suivi ce que mon voisin de gauche, dont j'étais le nom par charité, Gaston Krellman, a dit relativement à ce passé colonial que nous traînons comme de boulets. Je dis, il faut d'abord noter qu'il y a eu au moins une conférence des anglophones. Il y a eu au moins une all anglophone conférence dans ce pays. 2013. 2013. Je ne sais pas à quoi ça aboutit. La deuxième chose, je dis, il faut que nous puissions, si nous voulons construire notre pays, faire autant que faire se peut, éviter ce genre d'émiettement. Vous allez voir les anglophones, même nos nouveaux avocats, ils ont un Commonwealth, je ne sais pas quoi, ils ont voulu créer un barreau, un common law barreau, un barreau avec les avocats anglophones, anglo-saxons, les journalistes anglo-saxons. Imaginez qu'ils font ça avec les francophones, ils disent, nous on va faire notre barreau francophone, une association de journalistes francophones. Si tu permets, les chrétiens vont faire le droit canon et les musulmans vont faire la tuile. Il ne faut pas encourager cela. Moi j'ai dit, ce n'est pas un problème de culture, etc. Nous avons une culture initiale qui était l'Allemagne, s'il faut le dire, coloniale. Mais le Nigeria, où il y a les guerres de séparation, de sécession, a la même culture. Ils ont été colonisés par les Allemands, je veux dire par les Anglais. Lorsque le MEND, le gars du Niger, là, Movement of Emancipation of... les gars du Delta. Voilà, les gars du Delta, ils veulent partir. Ils sont dans le Nigeria. Quand le temps du Biafra, ils ont été colonisés tous par l'Angleterre. Ils ont donc la même culture, mais ils veulent se séparer. Pourquoi? Donc le débat, ce n'est pas forcément au niveau de la culture ou de la langue, hérité du colon. Regardez le Togoland. Le Togoland veut se séparer du Ghana alors qu'ils ont eu la même colonisation anglaise. Je veux dire que nous ne sommes pas là en train de favoriser les micro-divisions sur la base de la langue. Moi, si ça dépassait que de moi, on interdisait même les associations villageoises et autres. C'est vrai, quand c'est culturel encore, à la limite, on l'accepterait. Maintenant, par rapport au dialogue, je pense que le gouvernement camerounais l'a si bien dit. Le dialogue est un processus. Il y a eu, à un moment donné, un événement qui était le grand dialogue national, mais ce dialogue a continué. Vous souvenez-vous que lorsque, après ce grand dialogue national, on a parlé de pourparlers avec
Ayoub Tabé, son nom a été prononcé ici. Mais dès qu'on a commencé à le dire, il y a eu des voix qui sont venues des États-Unis et autres pour dire que non, il n'était pas représentatif parce qu'il était prisonnier. Oubliant que Mandela a négocié l'indépendance ou bien la fin de l'apartheid pendant qu'il était prisonnier. On le sortait de la prison pour aller négocier, on le ramenait à la prison, après on a commencé à changer son statut, on l'a mis dans une résidence surveillée, etc. Mais on peut être prisonnier, être représentatif d'un pays. La plupart des présidents africains de 1960, bon nombre sont pas sortis de la prison pour devenir président. La plupart. Jomo Kenyatta et autres. Je veux dire que nous voulons bien qu'il y ait dialogue. Mais encore faut-il que les gens qui veulent soient prêts à être dialogués. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure ici, on est en train de magnifier, même si on estime que ce n'est pas totalement normal, ce n'est pas notre honneur, l'intervention des États-Unis, qui va amener ceux qui étaient radicaux à comprendre qu'ils n'ont plus de soutien et de revenir donc sur la table des négociations. Peut-être que ça permettra qu'il y ait cette avancée. Tout à l'heure, vous m'aviez, comment je disais, refroidi un peu lorsque j'ai dit que le gros stade était fini. En fait, c'était l'espoir que je souhaitais, que ça finisse, que les gens aillent à l'école normalement. Vous avez parlé de... Moi j'avais mes enfants qui étaient à Sassé Collège, mon fils, il m'a dit d'enlever là-bas. Moi-même, j'ai failli être enlevé, moi, Titandi, mon confrère Titandi Tchatchoua, à 100 ans. Nous rentrions d'une campagne électorale du barreau il y a cela 3 ans, et à un moment donné, les 18, comment on appelle ça, le coffre, c'est-à-dire le cortège? Non, pas le cortège, le couvre-feu. Le couvre-feu. Nous a attrapés, on était à 18h, je ne sais pas quoi, et on a vu des enfants qui sont venus directement au bord de la route, c'est-à-dire au niveau de la route, pour nous amener à stopper. Mon confrère a dit, vas-y, même s'il faut les tuer, il faut passer. Et quand on est arrivé de l'autre côté, du côté de Mbouda, il y a des conflits qui nous ont appelés. Vous avez franchi cette étape, cette partie-là, on a dit oui. Ils nous ont dit, on n'a pas voulu vous le dire, mais c'est un endroit où on enlève les gens. Nous avons vécu ça. J'ai bien envie d'aller, comme lui, à Tombelle, que je connais. J'ai bien envie d'aller de temps en temps à Libé. Mais on ne peut pas, parce qu'il y a des gens qui mettent la guerre dans notre pays. Maintenant, lorsqu'il y a une possibilité de le faire, il faut bien que tout le monde soit d'accord pour qu'il y ait la paix. Vraiment une virgule. Oui, vraiment une virgule. Je pense qu'il va falloir que l'État puisse réinvestir le chantier de la socialisation des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, tous les segments qui doivent intervenir dans ce formatage des citoyens doivent jouer leur partition. J'entends ici les partis politiques, la société civile, les organisations religieuses et même l'État. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que les Camerounais ne se connaissent pas. Et que tous les bagarres qu'il y a autour de cette affaire du Nozo, c'est juste de l'inculture. Mais qu'est-ce que l'État fait donc pour éduquer les populations? Parce que Gaston l'a dit tantôt, tout à l'heure. Lorsqu'on aura fini avec le Nozo et que la lettre viendra du Grand Nord, qu'est-ce qu'on fera? Donc aujourd'hui, il faut anticiper en mettant donc l'accent sur les appareils idéologiques. Quel est le modèle de citoyen que nous voulons avoir et quel est le formatage idéologique qu'on veut donner à ces gens? Est-ce qu'on veut maintenir la cloison anglophone-francophone ou bien est-ce qu'on veut évoluer vers un citoyen qui est une approche combinatoire entre cet héritage anglophone et cet héritage francophone, ou bien on met même tout à plat pour reconstruire quelque chose qui soit typiquement propre à notre anthropologie, au Cameroun et tout ce qui va avec. Et donc c'est dans ce chantier qu'il faut investir. Vraiment, si mais j'ai l'impression que c'est un chantier abandonné. Allez-y. Oui, merci, petit, mon jeune frère. Ça rend tout. Je peux vous le dire, j'ai donné un mémoire au gouvernement. Quand cette affaire-là a commencé, j'ai dit qu'on n'aura peut-être plus jamais l'occasion comme celle-ci de mettre tout à plat. Voilà, si mes frères entre guillemets anglophones, sinon la jeune horreur, avaient dit, écoutez, nous ne sommes plus anglophones, nous sommes Camerounais, arrêtez de nous indexer sur l'élément le plus triste de notre histoire. Oui, mais je veux dire qu'on ne peut pas non plus leur jeter les pierres comme ça. Mais je ne leur jette aucune pierre. Sans forcément... Attends, s'ils ont dit qu'ils sont anglophones et que je leur dis c'est pas bon ce choix, oui, mais est-ce que derrière la symbole du mot anglophone, justement, ne se cache pas un ensemble de contenants?
un ensemble... Mais justement, M. Dipita, je n'ai rien contre ce continent-là. Mais voilà la proposition que j'ai faite. Le gouvernement peut tenir compte de tous les continents. Celui des musulmans, celui des pygmées, celui des gros, celui des petits. Tant qu'à faire. Ben oui, pourquoi pas. Mais mais le gouvernement n'est pas payé pour ça. L'intellectuel aussi, d'ailleurs, c'est le plus triste de ce pays. Je veux dire que si, par exemple, avec cette crise-là, on avait dit, maintenant, on va faire en sorte que dès la maternelle, voilà les solutions que je proposais, dès la maternelle, tous les enfants apprennent les deux langues. Il n'y a plus un côté anglophone, il n'y a plus un côté francophone. Ça a commencé. Deuxième chose, non, ça n'a jamais commencé. Je suis désolé. Mais ça fait partie des revendications quand même. Non. Bon, il y a la commission du bilinguisme qui est d'ailleurs à Douala qui va... C'est quoi la commission bilinguisme? Dès la maternelle, tous les enfants apprennent la même langue. L'histoire en français, la géographie en anglais, ainsi de suite. Et deuxièmement, les régions sont découpées sur le fondement anthropologique, ethnologique, sociologique de notre vraie histoire. C'est-à-dire que le Bamenda et le Bafoussam sont les frères. Il y a la région du Grand Bami, du Grand Pays Bamléki, les termes ne sont peut-être pas les bons. La région du Grand Sawa avec les Bakwiri et les machins. La région du Grand Bassa, la région du Grand Béti, ou ceci, cela. Et qu'on sorte d'ailleurs de ces appellations, centre, sud, ouest, ouest, nous avons quand même des noms de terroirs. Qu'est-ce qui, sur la terre, aurait dit vous avez tort de faire en sorte de revenir sur vos réalités? Citez-moi un espace au monde entier. Les Balkans sont les Flamands sont les Flamands, les Wallons sont les Wallons, les Corses sont les Corses. Aux États-Unis, les Texans sont les Texans. Qu'est-ce qui nous aurait reproché de faire en sorte que... Ça ressemblera au Batoustan. La Afrique du Sud aussi. Non. On a vu les Batoustans en Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu appelles Batoustan quand les Blancs vous divisent et vous créez des espèces de réserves? Et attends, le Texas c'est un Batoustan, la région Auvergne est un Batoustan, la région Corse, la région Bretagne, c'est des Batoustans. C'est des réalités anthropologiques, ethnologiques. La région Bassa, c'est un Batoustan. Merci. En quoi est-ce que ce serait des Batoustans? Voilà. Transition, et puis on termine l'émission avec le SIF. Maître Payer, en premier jet, vous allez évidemment ouvrir ce volet. Vous sortez de loin pour être dire. Non, pour planter le décor. Le décor du NEC. Il se dit tellement de choses sur la place publique depuis dimanche dernier. Combien John Frondi a voulu, ou du moins protéger Joshua aussi, combien le quorum n'était pas en terre, combien... bref, un résumé de ce qui s'est passé au net d'abord, avant peut-être qu'on rentre dans... Ouais, juste un résumé succinct. Heureusement, je peux parler aujourd'hui parce que les résolutions sont sorties, parce qu'il ne faut jamais oser dans les formations politiques. On aura vraiment effacé. D'autant plus que c'est la politique. Le 8-2, là. Difficile de lire dans une boule de cristal. Bon, pour dire le NEC du 12 juin, ça s'est bien tenu à Yaoundé. Il y avait un ordre du jour très restreint. Surtout l'ordre du jour, c'est sur les 8-2. Parce qu'en fait, le 8-2, il n'y avait pas que seulement le 8-2 qui suivait l'honorable aussi. Il y avait aussi un 8-2 qui suivait deux camarades en Allemagne, pour la région SDF d'Allemagne. Bon, les débats se sont bien passés durant des heures. Bon. Dans quelle ambiance? Bon, une ambiance pas très bon enfant, bien sûr. Tendu et détendu. Bon, je veux dire. Bon, comment c'est possible? Non, ça peut arriver. Il y a des moments où... Qui voulait en venir aux mains? Non, attention. Là, c'est attention. Bon. Je voudrais dire que je ne voudrais pas qu'on essaye. Les gens sont en train d'extrapoler sur les réseaux sociaux pour dire que les gens en viennent aux mains. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a des cadres du SDF qui en parlent aussi. Il y a ce qui s'est passé, c'est que certains ont bien voulu qu'il y ait 8-2. D'accord. Certains n'étaient pas pour le 8-2. Moi, je peux vous le dire, moi-même, je n'ai jamais été pour le 8-2. Ça, c'est clair. Parce que depuis un certain temps dans le SDF, on avait dit ce 8-2 qui a fait tellement perdre certains grands cerveaux qu'on essaie de mettre cela entre parenthèses. Bon, mais ces derniers temps, ça a ressurgi. Sinon, à ce niveau, la sagesse a prévalu. Et loin de la sagesse, les conditions pour surtout le 8-2 qui était très convoité, c'était le 8-2 aussi. Convoité.
Oui. Là où les gens avaient beaucoup de regards tournés, attendaient beaucoup de... C'était le cas de aussi. Dans tous les cas, on a pu écouter quelques réactions. On a écouté, bon, de Jean-Michel Nitieux. La question de savoir, et d'ailleurs c'est un peu ce qui résume le thème, aussi Nitieux, la rupture, sous fond de question. Justement, c'est de savoir, est-ce que la sérénité règne, tout au moins entre ces deux acteurs majeurs, hein, vice-président national du bon, je ne peux pas... ancien candidat et puis le président régional littoral. Bon, je ne peux pas député. entrer dans le cœur de chacun, mais je sais que c'est des camarades, des grands camarades du parti qui ont tellement donné au parti et qui ont encore beaucoup à donner au parti. D'accord. Donc pour nous, pour certains, surtout les gens comme moi, nous n'aimerions pas perdre l'un des deux. Donc pour nous, c'est deux cerveaux qui doivent servir le SDF. Pour que le SDF tienne bien, heureusement, le SDF tient pas sans état d'âme. Assez constitué, ces deux doivent exister. D'accord. Donc, quelque part, il peut y avoir des malentendus. C'est pourquoi, pour finir, le chairman et le NEC, on a décidé que le 8-2 ne devait pas avoir pignon sur rue. Donc, ça a été rejeté. C'est vrai, les gens, il y a eu des problèmes de quorum. Un camp soutient que le quorum était atteint. Vous ne pouvez pas donner les pièces pour une procédure. Dès que c'est déjà devant le juge est en train de statuer, vous ravisez qu'il y a peut-être des pièces qui manquent, vous venez encore. C'est déjà presque en délibéré d'ailleurs, presque vidé. On ne pouvait plus rien. Sinon, la sagesse veut que les gens du SDF regardent dans la même direction. Aussi, Nietzsche, rupture, je ne veux pas dire oui. Il est question qu'ils essayent. Et c'est ce que le chairman leur a dit. Rapprochez-vous. La commission, réconciliation encore à pied d'œuvre. Donc nous espérons que ces jours-ci, avec tout ce qui se discute là, beaucoup discutent même, ce ne sont pas des gens qui ont besoin de voir, qui ont envie de voir le SDF se relever très bien, mais c'est plutôt des gens tapis dans l'ombre, se faisant passer pour les gens du SDF et pour des camarades qui cherchaient plutôt à affaiblir le SDF. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Le SDF sort, grandit dans ce... Vous devez boire du petit lait. Hein? Non, pas du tout. Quand on dit à vaincre sans péril. L'opposition se déchire comme ça. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous souhaitons avoir une opposition forte. Malheureusement, l'opposition camerounaise, je l'ai très souvent dit, elle n'existe pas. On voit... J'ai bien dit que il est agréable. Non, je vais développer. Je parle de SDF. Je ne parle pas de notre parti aujourd'hui. Je parle de SDF. Le SDF, regardez l'histoire du SDF depuis 90. Peut-être parce que le SDF est né dans la violence, dans la douleur, que tout au long du parcours du SDF, il y a toujours eu ce genre de problème. Tout à l'heure, il a dit que la sagesse est en train de s'installer chez eux, ils ne veulent plus utiliser le 8-2. Mais vous avez vu que le SDF a été émietté au fil de son histoire. Les partis les plus connus aujourd'hui, c'est l'UMS, l'Union des mouvements socialistes de Kwemo, Pierre Kwemo, qui était du SDF. Il y a l'AFP. Alors là, vous parlez des dissidents du SDF. Mais oui, mais c'est de la bande du SDF. Vous avez les partis les plus connus. Non, je dis les partis les plus connus parmi les dissidents du SDF. D'accord. Ceux qui faisaient la force du SDF. Vous regardez combien de secrétaires généraux des SDF sont partis. Les Tassois, je ne sais pas quoi le nom m'échappe là. Les Bouna sont partis, les Kawala sont partis, les Tapezing, les chrétiens qui voulaient concurrencer le chairman, il a failli, on a même failli le tuer. Et il y a eu des morts dans le cas du SDF. Avec Diboulet, qui est un camarade d'enfance à la cité ici, Bassa. Il a été assassiné, vous le savez très bien. Il y a même un colonel ancien colonel qui a été mis en prison, etc. C'est l'histoire du SDF, faite de violence, faite de division, faite d'exclusion. Maintenant, mon confrère vous dit, il y a des gens qui se disent qu'ils sont SDF, mais ils ne sont pas SDF. C'est à peine s'il ne va pas vous dire que c'est le RDP qui est en train de créer des problèmes au sein du... C'est un jamais. Ah, ben oui. quand ils sont capables de gérer leurs problèmes internes... Sans que vous avez des militants partout, et même souvent dissimulés. Le bouc émissaire, c'est le RDPC. Même lorsque le RDPC leur donne des sièges de sénateurs, c'est toujours le RDPC qu'on attaque. C'est un don. Non, bien sûr que c'est un don. Donc je disais donc que... se réserve à cela, je disais que je parle de ce parti, mais je fais une petite... Regardez même, à la différence des autres partis, qui ont eu carrément connu des divisions, des scissions. L'UNDP a connu des scissions.
avec le MDP de Bois, avec le FSNC de Issa Chiroma, avec l'ANDP de Amadou Moustapha, mais chacun est resté dans son parti. Et le parti du NDP est resté stable aujourd'hui, sans difficulté. L'UDC, on a vu avec le Mossi de Yimgang Moyo. Hormis ça, on pensait que notre frère, notre ami Sambaka devait créer son parti. Il a préféré aller dans l'AFP. Maintenant, l'autre parti, le MRC, vient de voir une dissidence avec la création d'une escroissance qu'on appelle à part. Même comme déjà se moque de mon ami, il veut sa part. Mais je veux dire que voilà donc ces partis politiques qui s'émiettent sans être au pouvoir. Imaginez-vous s'ils deviennent parti au pouvoir. Donc je veux dire que nous avons besoin d'un parti fort. Même le PCN, là, vous voyez comment les dissidents ont commencé. Il y a une dame là, Mba Kwen, là, je ne sais pas qui, je dois voir, ça a découvert des moments dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Il semble qu'elle était dans le PCRN. Là-bas aussi, il y a le maire de Douala, l'adjoint au maire de Douala 5e, qui est parti. Ça veut dire qu'en réalité, c'est facile de critiquer le RDPC, mais pendant que vous êtes encore là, vous n'avez même pas encore le pouvoir. Vous commencez à vous diviser comme ça. Je voulais rire un peu en disant, j'ai lu aujourd'hui la sortie de Penda Koka, qui conteste totalement, qui explique des secrets entre lui et le professeur Kamto relativement à la gestion du Suivant-Val. Ils ne sont pas sur le plateau. D'accord. Non, je dis souvent comme ça. L'idée, ce n'est pas sur le plateau, mais quand même parler. Non, pour dire, est-ce que dans le RDPC, il n'y a pas de défection? Mais c'est pas pour dire, parce que vous prenez comme s'il y a quelques éclats de voix. On va laisser les autres dire un mot. Avec les morts, il y a eu des morts. Non. Je dis que les éclats de voix. Il y a eu des morts lors d'un congrès. Il y a eu des morts lors d'un congrès du SUF, oui ou non? Non, mais ça arrive. Il n'y a jamais eu de morts aussi au niveau du RDPC. Moi, je pense que le net de samedi dernier est pour moi la conséquence. Et qu'à la réalité, la cause est aller chercher dans les batailles internes qui sont propres à toutes les formations politiques et qui ne sont pas spécifiques au SIF. Et je crois qu'il y a peut-être un effet de grossissement parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et puis un certain nombre d'autres relais qui ont fait que l'affaire a été portée au grand public. Mais j'ai envie de vous dire, le panier à crabe de la politique camerounaise, c'est le RDPC. Là-bas, ce n'est pas juste les animosités, c'est les assassinats politiques qui vivent là-bas. Maître Biyiga, c'est de quoi je parle. Je sais rien maintenant, il faut je sais rien du tout. Alors là, je ne sais rien du tout. Maître Biyiga dit que leur parti est sain. Nous sommes sains. Nous sommes sains, ça se voit. Je veux vous dire que la preuve, Sanga Nyamding, c'est juste un recadrage. Mais lorsqu'on prend tout un professeur de rang magistral pour l'envoyer enseigner. Ne prenez pas mon exemple, prenez le vôtre. Non, non, mais c'est juste pour vous j'aimerais pour vous dire. C'est pas le RDPC qui l'a envoyé, non, monsieur. Justement pour vous dire que c'est l'administration qui l'a envoyé. C'est le camarade du parti municipal. Mais non, c'est l'administration, faut pas. L'administration est censée être neutre. Maître Biga, dans un contexte de parti l'argumentaire que vous développez là ne tient pas, puisque M. Nyamding dit mordicus qu'il est à Garo aujourd'hui parce que c'est ses camarades politiques qui ont voulu en découdre avec lui. Et ça, je referme cette parenthèse pour vous dire que nous sommes de la gauche, de la droite et autres là, les dissensions sont propres à toutes les formations politiques. Ça, le dynamisme. Mais ce que moi je retiens, et qui est la force des partis en Afrique et au Cameroun en particulier, c'est que contrairement par exemple aux partis par exemple en France, vous avez vu comment la gauche s'est carrément émiettée. Parce que lorsque Hollande quitte le poste de premier secrétaire et que Aubry prend le parti politique et les Mélenchon et autres sont partis, il n'y a pas eu une figure tutélaire qui a pu faire asseoir les camarades pour leur dire l'intérêt du parti prime d'abord sur les petits égos individualistes. C'est la même chose avec la droite qui a également volé en éclat à cause des dissensions entre camarades. Mais ce qu'il faut féliciter dans le SIF, et je vous le disais sur une autre émission, toujours ici, où la force des partis en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est qu'à la tête, vous avez une figure charismatique qui est capable de faire asseoir les militants pour leur dire qu'aujourd'hui, là, vous arrêtez avec vos guéguerres là pour que vive le parti. Et c'est ça que moi je retiens du NEC, où le chairman qui était présenté comme déjà couché, regardant les choses à distance, est apparu comme effectivement le grand patron du SIF
qui a fait asseoir ses enfants et il leur a dit, nous ne perdrons personne parce que avec la résolution de la crise anglophone qui arrive, croyez-moi, le SDF va reprendre ses parts de marché dans le Nozo et va repartir à la conquête de l'autre partie du Cameroun. Et je crois que 2025, la peur est du côté du RDPC. Un mot et puis on en sort. Oui, je ne pense pas que l'exemple sur les partis occidentaux, européens, français en particulier, qui seraient en éclat, là-bas c'est exactement la même chose. Tant qu'il y a une figure tutélaire, Hollande n'a jamais pu porter le parti. C'est lui qui a bousillé le parti. Quand Mitterrand était là, quand il y a eu des grands noms, aujourd'hui Sarkozy, on court encore après Sarkozy pour qu'il revienne reprendre le parti de droite parce que les autres ne sont pas assez bons. Je pense que dans le monde entier, quand il y a une figure tutélaire, ça va. Par contre, en Afrique, moi je ne suis pas choqué de voir toutes ces courses vers des intérêts très, très individualistes, ou bien alors, je veux dire, des espèces de saut de bouton d'un parti à un autre, on n'est pas content, on crée du sien, ou bien ainsi de suite. Vraiment, tout ça, c'est normal. Je ne suis jamais le type des constats. Je suis le type de comprendre qu'est-ce qui conduit à ces constats. Et ce qui conduit à ces constats, c'est que nous sommes dans une espèce de recherche d'une certaine renaissance dans tous les domaines. Et c'est vraiment très, très normal. C'est normal. Chacun a son positionnement. À part, par exemple, le type là, il veut certainement sa part. Je veux dire que mon cher ami N'Djamène est parti du SDF. Il a bondi MRC parce qu'il était convaincu que leur type leur avait promis que la France le mettrait au pouvoir. Et bien, comme ça n'a pas marché, il a créé le sien. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour qu'il soit en train de grappiller quelque part, que viens manger ta part, prends ta part ou ceci, cela. C'est vraiment très normal dans un contexte comme le nôtre. Et c'est cela que, justement, la figure du SDF, je pense qu'elle est vraiment une figure très, très puissante. Je l'ai dit, et je suis très heureux de pouvoir le redire aujourd'hui, qu'un garçon, pour moi, l'un des plus grands hommes politiques au Cameroun aujourd'hui, c'est le jeune Oshi. C'est un garçon, vous vous rendez compte. Le gars aurait pu, si le gars avait voulu entrer au RDPC, serait entré. Tous les boulevards lui auraient été ouverts. Le gars est resté derrière une figure, être derrière le Sherman, mais ce soit vouloir se faire harakiri ou bien ne jamais exister. Le gars a accepté, je ne sais même pas combien d'années, peut-être 20 ans. Il a été là, jusqu'au jour où politiquement, il a eu sa place comme enfin il est candidat. J'avais sorti un mémoire où je disais que la première révolution politique au Cameroun depuis 1960, c'est cette jeunesse-là. J'avais inclus Oshi dedans. J'avais parlé de Matomba. J'avais parlé de Cabral, j'avais parlé du pauvre pasteur qui nous a quittés, et j'avais inclus Oshi là-dedans, en disant que voilà le vrai renouveau. Tous les autres, ils ont commencé, même le Sherman a commencé par le RDPC, selon ce qu'on m'a dit. Tous, ils attendaient 60 ans pour être vizir à la place du vizir, après avoir, et d'autres d'ailleurs, ils avaient été au gouvernement, ils ont volé l'argent comme tous les amis de Claude de Bliga, selon dont on dit qu'ils volent, j'ai les amis de Bliga. Apparemment, ils volent, et quand ils ont volé, ils ont dit, maintenant, moi, je vais être vizir à la place du vizir, comme je suis à la retraite, je n'ai plus rien à faire, bon. Et c'est en cela que je trouve que peut-être vraiment la figure qui reste encore assez puissante, c'est peut-être le SDF, parce que les autres, ils sont toujours d'une fragilité. Il y a quelqu'un qui disait que, regardez un peu ceux qui quittent par exemple le MRC. Ils insultent tellement le gars qu'on se demande ce qui se passe. Et il n'y a que là où on voit un garçon comme Oshi, que moi je soutiendrai toujours, parce que c'est vraiment une vraie figure politique. Il a commencé au berceau, je ne sais même pas s'il avait 20 ans, il est monté, il est parti, il a pris patience. Je crois que tout le monde à la place d'Oshi aurait démissionné pour aller chercher sa part, ou bien, alors, ou bien créer vraiment pour finir, en une seconde, hein, j'espère que la relation va nous permettre. En une seconde, M. Biliga, Dr Bitoga et puis M. Bayer, est-ce que cette situation va davantage conforter ou fragiliser le SDF pour la suite, sachant quand même que les figures parlantes aujourd'hui, dès qu'on enlève le chairman, c'est effectivement Joshua aussi, Jean-Michel Nitieux, quelques autres, Soumelou, le sénateur. Peut-être moi commencer comme étant le genou du plateau. Allons-y. Et puis laisser dans la tradition africaine. Mais vraiment en une minute. Hein. Justement en une minute. Moi je crois que le chairman a lu les signaux et qu'aujourd'hui il a un Joshua Oshi qui est la transition entre la partie anglophone et la partie francophone. C'est un homme petit d'expérience. Il a un entre-gens puissant. Et nous voyons aujourd'hui les retombées de cet accompagnement des députés à l'Assemblée nationale qui a saisi les États-Unis. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Merci. Je crois que le chairman a regardé tout ça et il s'est dit, voilà un enfant qui va ramener la sérénité au Nozo.
nous allons reconquérir notre basson traditionnel. Merci. Et nous allons aller à l'assaut d'autres Maître choses. Biliga. Voilà. Bon, si c'est pas Bourdonnais, moi je suis son aîné. Hein, donc... Non, en fait, comme il est de l'intérieur, je voudrais le laisser finir. Non, moi je dis non. Moi c'est un souhait qu'on peut émettre, que la sérénité revienne dans ce parti politique. Mais il faut noter quand même que la réalité risque d'être différente de ce qu'on suggère. Parce que le chairman a dit qu'il ne sera plus candidat. Il a dit qu'il se retire. Donc il y a une place qui reste. Lorsqu'il y a deux concurrents pour une place, il y a un concurrent de trop. D'accord, merci. Il y a un de trop. Maître Paya, pour finir, l'avenir. Ouais, non, l'avenir. On en sort plus grandi ou plus amoindri? Très grandi. Il n'y a que quelques éclats de voix. Comme on le voit, la transition n'est pas maintenant. Le chairman a d'abord parlé à ces deux leaders. Comme vraiment, il était un peu surpris que pour quelque chose qui peut se dérouler en 2023, qu'on commence maintenant à discuter. Mais sinon, je crois que le chairman, c'est quelqu'un il sait comment encadrer le parti. Le parti ne peut pas trébucher. Maître Biliga, Gaston Kelman. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose là-dessus. Ah voilà, faites-le. Faites-le donc. Non, moi, juste pour dire que Oshi, c'est vraiment mon joueur. J'ai une certaine admiration pour ce garçon-là par rapport à son abnégation, à son parcours. Je pense que le chairman devrait l'imposer parce que dans tous les partis du monde entier, on pose un dauphin. On prépare quelqu'un et il a préparé ce garçon. Il est énorme. Il t'a payé combien, camarade? Non, pas forcément. Non, mais c'est une Attends, évidence. nous sommes Camerounais. On va dire demain que l'on t'a payé. C'est comment ça se fait chez vous? Ah d'accord, on va le dire. On va le dire. Bon, pour tenir dans l'analyse. Vraiment, Vous le connaissez, ce choix aussi? Vous le connaissez au moins? Non, pas du tout. Honorable Jamais aussi est rencontré. pétri Je l'ai d'expérience. rencontré une fois et ça vous surprendra où on mangeait, comme l'avait amené manger en Congmondo chez Élysée. C'est là que j'ai vu ce garçon une seule fois dans ma vie. Mais vraiment, Et c'est suis toujours son les alliances parcours. RDP-CSGF, comme dit comme. C'est-à-dire que c'est toujours ce tandem. Ils sont pas à la guerre. Que je vous dise, ma collaboratrice, actuellement, m'a été donnée par quelqu'un du MRC. Merci. Disons pas le nom. Merci à vous, messieurs. Nous sommes Camerounais, on doit travailler pour le Cameroun. Merci à vous, messieurs. Merci infiniment. À vous à la maison également d'être resté regarder cette autre édition de Cartes sur table. Mardi prochain, vous en aurez une autre. Bonsoir.